Bonjour à tous. C'est quelqu'un qui n'aime pas se produire, qui n'aime pas se montrer, quelqu'un qui ne donne jamais de conférences de presse, pas de débat, pas de colloque, quelqu'un qui a une vie mondaine assez discrète et au fond un assez grand culte du secret. Pourtant, il a décidé de venir ici parler pendant 1h30 avec vous. Quand je dis « il a décidé », en réalité, il a beaucoup hésité. D'abord, il a dit non, et puis il a dit oui, et puis il a dit non, pour finir par dire oui il y a 2 jours seulement. Pourquoi ? On va lui demander, bien sûr, et on aura un long moment pour essayer de comprendre, mais je suis certain, a priori, qu'il y a dans sa décision une part de mystère, le même mystère que lorsque, collectionneur privé, immense et secret, il décide un jour de tout montrer à tout le monde et de livrer sa collection à une fondation qui ouvrira bientôt. Le même mystère qui lui fait révéler, très longtemps après que ça s'est produit, qui lui fait révéler donc qu'il n'est plus propriétaire de son groupe, mais qu'il l'a déjà légué à ses enfants. Le même mystère qui fait que, parti en bas, il a trouvé l'énergie d'entreprendre, il a trouvé l'envie d'entreprendre pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, une des premières fortunes de France, un des premiers patrons de France, un des plus grands collectionneurs du monde. Agir, innover, risquer. Essayons maintenant de comprendre ce qui donne l'envie d'entreprendre à François Pinault. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on prend la suite de l'émission précédente et on redécouvre François Pinault sous un autre angle. Une interview relativement longue que je vais peut-être redécouper différemment de ce qui était prévu, mais je me laisse le suspense. Dans tous les cas, tu auras quand même une quadrilogie. Peut-être que ça va t'amener dans des terrains surprenants. Il est probable que cette émission ne se déroule absolument pas comme je l'avais prévu au départ. Mais ça, c'est les joies de l'enregistrement. François Pinault est réellement un personnage en lui-même. Et j'ai été laissé, je pense, ce qui est historiquement la plus grande introduction à ce podcast. François Pinault est un personnage mystérieux. Je pense que l'introduction que je viens de te laisser dénote à elle seule, comment je vais dire, des traits de caractère de cet homme d'affaires. Il a dit non, il a dit oui, il a dit non, puis il a dit oui, changeant. Et je veux que d'entrée de jeu, tu notes ça dans un coin de ta tête, parce que on me l'a toujours reproché d'être quelqu'un de changeant. Mais regarde, tous les grands sont changeants. Il y a des humeurs, des mystères, et de l'extérieur, c'est compliqué à suivre, parce qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Et c'est ça que tu veux comprendre. Comment on arrive à mettre son cerveau en ébullition. Comment on met le feu à fond et comment on fait monter la température. Et dans ce podcast, la température va monter. Ça va être chaud parce que j'ai trouvé cette interview qui est à mon sens la meilleure façon de comprendre François Pinault, le François Pinault, celui qui, je te rappelle, est parti de tout en bas pour arriver tout en haut. Une histoire haute en couleur, une histoire que nous allons décrypter ensemble. Mais avant, et comme d'habitude, laisse-moi te rappeler l'usage. Tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission ou tu laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast parce que c'est ce qui m'aide le mieux pour le référencer et ça me fait extrêmement plaisir. J'ai eu un message récemment. Merci à tous. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, on est de plus en plus nombreux dans la famille et ça me comble de bonheur. Sinon, bref, si tu veux qu'on travaille ensemble, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il n'y a qu'une formation, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, tu vas dans l'onglet livres et là tu verras, il y a plein de livres. Alors déjà, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent. Je te les offre et tu peux même commencer à le lire en ligne. Sinon, tu peux aller sur l'onglet livres de Immobilier Compagnie et puis là, tu vas avoir tous les livres qui sont possiblement recevable dans ta boîte aux lettres, email ou réel. Enfin bref, on attaque. Patrick envoie la sauce et merci à François Pinault d'avoir donné cette très longue interview. Juste pour info, on est à la Cité de la Réussite, on est en 2002, l'interview est en 3 parties, je pense que tu peux la trouver sur YouTube, mais dans tous les cas, je l'ai remonté pour qu'on se centralise sur les sujets qui nous intéressent et sans plus de transition, Patrick Magnéto. Vous avez beaucoup hésité, hein ? Vous l'avez dit, oui, j'ai dit non, j'ai dit oui, c'est ça. Voilà. Bon. Pourquoi est-ce que vous avez finalement dit oui ?
J'ai dit oui parce que on m'a précisé que l'Assemblée était une assemblée de jeunes, d'étudiants, de jeunes qui s'apprêtent à démarrer dans la vie active et que j'ai pensé que peut-être je pouvais les aider en leur disant des choses. C'est vous qui le saurez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est pour vous la réussite? C'est un des mots-clés de cette cité. La réussite, c'est quoi? Mais justement, j'ai dit non à cause de ça, parce que c'est un mot que je n'aime pas du tout. Pour moi, la réussite, c'est réussir sa vie. Est-ce qu'on peut parler de la réussite, d'avoir réussi sa vie avant la mort? Je crois que non. Et réussir dans les affaires, dans les entreprises, peut-on en parler tant qu'on est dans l'action? Je dis non aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini sa réussite? On n'a jamais fini sa réussite et on est toujours en risque. Et il n'y a pas de plus grand risque que de s'imaginer que on a réussi, on est content de soi, rien ne peut arriver. Et puis c'est à ce moment-là que tous les dangers vous guettent. Enfin, quand même, quand vous regardez votre parcours, il doit arriver quand même de temps en temps que vous vous leviez le matin en vous disant « Bon, c'est plutôt réussi, non ?» Pour vous dire la vérité, il m'arrive pendant de courts moments de dire que ce qui a été fait n'est pas si mal que ça, mais ça ne dure jamais très longtemps, et puis l'angoisse vous reprend, et il faut continuer et aller vers de nouvelles aventures, de nouvelles entreprises. On a une intro bien violente, parce que vraiment, on est dans un cœur de sujet qui est récurrent. Alors, tout de suite, je suis obligé, je vais faire un ping-pong entre la chaîne YouTube et le podcast. Il y a peu de temps, alors que j'enregistre cette émission, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Comment augmenter son patrimoine immobilier ». Elle est sur la chaîne, je t'invite à aller la regarder et dans les commentaires, tu verras qu'il y a un commentaire qui me dit « Nicolas, est-ce que tu ne crois pas qu'on se perd un peu à toujours vouloir plus ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on doit se dire « ça suffit, je m'arrête là ». Et là, on a François Pinault qui partage encore l'âge qu'il a à ce moment-là, un âge où on est à quelques années, enfin ça correspond aux années où il vient de léguer son entreprise, donc par le fait que l'introduction, le présentateur nous délivre l'information, on sait que ça a été fait, mais il faut que tu saches que c'est dans ces années-là où il a totalement légué, dans les années 2000, qu'il a totalement légué son entreprise à ses enfants. Et à ce moment-là, il te dit, voilà, je n'ai pas réussi, je déteste le mot de la réussite n'a presque pas de sens à mes yeux. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est quoi réussir? Et ça me fait écho à une phrase que j'ai souvent en tête, c'est qu'il n'y a personne qui se réveille le matin s'il est tout mou. Alors ça peut te faire rire, tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Nicolas? Je vais faire une transgression totale et on va revenir au sujet après, tu vas comprendre où je t'emmène. Il y a quelques années de ça, vers mes 35 ans, j'ai vraiment commencé à atteindre financièrement, pour information, au moment où j'enregistre l'émission, je vais avoir 40 ans. Donc il y a 5 ans, j'ai vraiment atteint à quelques années près, à 36 ans, je crois que c'était il y a 4 ans, j'ai atteint le point que je voulais atteindre pour mes 35 ans. Enfin bref, à un an près, ça s'est joué, mais ça s'est joué comme ça. Et ça faisait déjà une paire d'années que je m'étais énormément relâché parce que, et là je peux te dire, je vais avoir 40 ans, c'est logique en fait, ça continue de grossir. Alors je suis très loin du niveau de François Pinault au moment où je te parle, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que malgré que je sois très loin de lui, j'ai atteint un point où, comme j'aime souvent le rappeler, la plupart des gens se seraient largement satisfaits, comme la personne qui m'a laissé le commentaire sous la vidéo, se serait largement satisfait de là où on est arrivé, en fait, de là où je suis arrivé. Et c'est rigolo parce que pour moi, devenir mou, c'est la pire des configurations possibles. Premièrement, parce que comme le dit François Pinault, c'est à ce moment-là que tu prends les plus grands risques dans ta vie. Et c'est vrai parce que quand tu comprends l'histoire de François Pinault, il faut se rappeler que François Pinault, et je t'invite vraiment comme à chaque fois à avoir écouté les épisodes précédents, il faut se rappeler que François Pinault a juste fait le même métier que tout le monde, mais de façon plus performante. Il a su identifier les points de faiblesse et il a su les attaquer correctement et du coup augmenter ses marges et du coup gagner plus d'argent que tout le monde au point qu'il a tué le game. Et ça, t'es pas à l'abri. Si t'es mou et que le vent est en train de tourner, premièrement, est-ce que tu vas voir le vent tourner? Parce que quand tu es tout mou dans ta grotte, allongé, oisif, en train de te gaver parce que t'es bien, quoi. Voilà, t'es à l'aise, t'es relâché, t'as des réserves, t'es tranquille. Est-ce que réellement tu mets le nez dehors pour aller voir ce qui se passe? Moi, je te dis, la réponse est non.
Ça, c'est le premier danger. C'est de ne pas voir si le vent tourne. Parce que quand le vent tourne, ça peut être violent. Hein. Et deuxièmement, et c'est le pire, quand tu es tout mou et que tu dois te remettre en marche, eh bien, il y a ce qu'on appelle une inertie. Et alors, ça, c'est très marrant parce que je peux en témoigner en plus. Je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre, je vais parler de moi. Tu vois, là, au moment où je parle, je reprends le sport. Il y a une inertie pour revenir au niveau où j'étais. Mais dans ma tête, j'ai toujours le même niveau. Et l'inertie, je ne la prends pas en considération. Sauf que dans la vraie vie, si tu combats des gens qui n'ont pas relâché la pression, eux, ils sont toujours en mode à fond et toi, tu es loin derrière. Et crois-moi, l'écart peut se creuser très vite quand tu t'es relâché. Et s'il y a bien une chose dont je pense que François Pinault fait référence, maintenant on revient à François Pinault, et dont moi je peux aussi témoigner, dont je peux faire état, c'est que la pire des configurations dans la vie, c'est de perdre ce qu'on a acquis. François Pinault a pris au nez et à la barbe de ses concurrents une place de marché dominante dans le bois. Et il l'a pris au nez et à la barbe des autres. Pourquoi ? Parce qu'il a su le faire. Et ça, c'est important de le comprendre. Tout évolue en permanence. Et ces évolutions peuvent générer des changements que tu ne soupçonnes pas. Et si tu n'es pas au fait de ce qui se passe, comme il le dit, c'est là que tu es le plus en danger. Alors pourquoi continuer d'avancer ? Pourquoi augmenter son patrimoine inlassablement ? Pourquoi ne pas se relâcher ? Parce que c'est là que tu es le plus vulnérable. Et là, François Pinault, réellement, il est en train de te le dire de la façon la plus simple. Il déteste le mot de la réussite. Quand il a un moment, au mieux, il se dit quoi ? Il se dit ce que j'ai fait, c'est pas mal. On va se dire les choses, hein, franchement, entre toi et moi. Si tu étais au niveau de François Pinault, tu te dirais pas c'est pas mal. Quand je vois un mec sous ma vidéo qui me dit « Ah ouais, moi j'ai presque 1 million, bon, je pourrais vivre tranquillement. » Mais mec, t'es rien en fait. François Pinault, à mon âge, il avait 100 fois plus que moi. Alors je suis pas là à me... Comment dire et encore que, je veux dire, l'évolution voudrait que si je suis bon, je devrais être meilleur. Tu vois ce que je veux dire ? À quel moment, à quelle heure tu te dis à 1 million, c'est ok, c'est good. Je veux dire, c'est de l'étroitesse d'esprit. Comme je le dis très souvent, beaucoup de gens rêvent de l'indépendance financière, mais tu en rêves égoïstement. Tu le rêves pour toi. Mais rêver de l'indépendance financière pour soi, c'est rêver petit, c'est rêver égoïstement. Et je vais te dire un truc que vraiment je vis concrètement au quotidien. Être indépendant financièrement tout seul, ça ne sert à rien. Moi, quand je pars en week-end et que ma femme doit rentrer travailler, c'est pas cool. Et encore que je vais te dire, tu écoutes quelqu'un qui a mis sa mère à l'abri. Maintenant, il faut que je mette ma fille et ma femme à l'abri. Du coup, l'enveloppe grossit. Et l'enveloppe, elle va grossir toute ta vie parce que je me dis, en fait, autant mettre ma belle-mère aussi à l'abri et le plus de gens possible. Donc, du coup, il faut augmenter, il faut que la voilure, elle augmente à grande échelle. Du coup, il va falloir appuyer très fort. Du coup, on passe au step supérieur. Donc, réussir. Mais mec, tu réussiras jamais. À moins que tu sois un égoïste ou que tu sois tout seul. Si tu es tout seul, je compatis et je suis triste pour toi. Et là, c'est un cas à part. Mais ça n'arrive jamais parce que même quand tu es seul, tu vas avoir une femme, des gosses et du coup, tu vas devoir augmenter la voilure. Et si tu es égoïste, écoute, désabonne-toi. Parce que moi, j'aime pas aider les égoïstes. Moi, j'aime les gens généreux. Parce que je suis généreux et parce que la plupart des gens qui ont un clan pensent à leur clan d'abord. Et ici, on est la famille des investisseurs et on est généreux. Ce que je vous suggère, c'est d'abord qu'on parle de votre vie privée, de votre parcours, et puis après de votre vie publique, votre vie de patron, d'entrepreneur. Et puis, on verra comment est-ce que les deux, aujourd'hui, se rassemblent dans ce grand projet qui doit mêler votre vie privée, l'art, à la vie publique, à l'exposition publique, la fondation. Et on parlera donc, dans une troisième partie de ce débat, de tout ce qui concerne votre grand projet. Je suppose que c'est aujourd'hui votre grande ambition, celle qui vous fait continuer à vouloir progresser ? C'en est une, peut-être pas la principale, mais elle est importante parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'art m'a fait avancer, m'a fait progresser, continue à me passionner fortement et j'ai l'intention de le faire partager à beaucoup plus grand nombre. Alors qu'aujourd'hui, vous le gardez secret pour vous. Je crois que personne ne sait exactement ce que vous avez comme Je ne œuvre. garde pas secret, mais il est difficile de montrer dans des maisons privées des choses en quantité assez grande ou simplement de l'art moderne ou contemporain dans des formats qui ne sont pas tellement appropriés pour les maisons privées. Là, c'est hyper intéressant parce que ça va m'obliger à te poser une question à laquelle je veux que réellement tu réfléchisses à partir de maintenant. Cette question, elle est très simple. Est-ce que tu as déjà
commencer une collection qui t'a dépassé telle que la collection de M. Pinault. Là, il est en train de t'expliquer qu'il a une collection d'une telle envergure que, et je te laisse imaginer qu'une maison telle que celle que M. Pinault peut posséder, parce que M. Pinault peut posséder la maison de la taille qu'il veut, eh bien, aucune maison ne peut contenir la collection d'art de M. Pinault. Est-ce que tu réalises? Est-ce que seulement tu mesures de quoi il est question ici? J'en suis vraiment pas sûr. Il n'y a pas de mots en fait. C'est-à-dire qu'on est en face de quelqu'un qui possède tellement d'art qu'aucune maison privée ne peut accueillir la surface équivalente à ce qu'il a à proposer. C'est énormissime. Il y a, au-delà du patrimoine financier, une dimension, j'ai envie de te dire, une échelle qui est juste incommensurable. Moi, quand j'y réfléchis, tu vois, moi je vois dans ma région, il y a des baraques de 1000, 2000, 3000 mètres carrés. Alors, tu vois, si M. Pinault était là, il me dirait, mais M. Popovic, c'est la région sud, ça ne m'intéresse pas, je veux que ce soit à Paris. Et il a bien raison. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais des surfaces, trouver des grandes surfaces en immobilier, c'est tout sauf un problème. Or, il dit quoi? Il dit, il n'y a rien qui puisse contenir ce que j'ai à présenter. Et là, vraiment, on touche du doigt quelque chose qui m'amène à la fameuse question, est-ce que tu as déjà commencé une collection qui te dépasse? Je ne crois pas. J'en suis même quasiment certain. Alors oui, dans le lot, il y en aura certains d'entre vous qui vont me dire « Ah mais si, moi Nicolas, je collectionne ceci, je collectionne cela, très bien. » Mais là, on parle quand même d'une dimension totalement différente. Et d'autant que, je te rappelle que M. Pinault a une appréciation très singulière de l'art. Et quand il te dit « ça m'a fait évoluer », il parle aussi au niveau business. Et là, ça m'amène sur un deuxième élément très important. Je pense que tout le monde devrait avoir une passion qui l'entretient, qui lui permette d'aller au-delà de ses propres limites. Là, tu es en train de te rendre compte que l'argent n'a pas qu'une simple motivation financière. Là, tu dois comprendre ce que ça veut dire qu'être riche. Ça ne veut pas dire entasser de l'argent sur un compte. Ça veut dire ne pas me limiter dans ma passion. Ça veut dire aussi me donner les moyens de me constituer le patrimoine nécessaire à l'acquisition de ce qui me passionne. Ça veut dire, qu'est-ce qui te passionne? Quelle est la passion qui nécessite de l'argent pour toi à un niveau démesuré et qui te motive, qui alimente le moteur interne de ton corps au point de te dépasser pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et c'est vraiment important parce que on est tout le temps là, peut-être t'es peut-être tout le temps là à te poser des questions sur l'argent, à élaborer dans ta tête des stratégies pour arriver à tes objectifs. Mais là, regarde, ce dont il est question ici, c'est tout sauf des moyens financiers ou des stratégies en fait. Je te demande juste une chose simple. Quelle est ta passion? Quelle passion te demande beaucoup d'argent et quelle passion te demande de travailler beaucoup pour que tu puisses l'alimenter? Parce que pour François Pinault, on parle à la fois, et ça il faut que tu l'entendes, et c'est là que tu comprends ma règle que tu retrouveras dans Devenir riche sans argent de 1 égale 2, et je t'invite à la lire. C'est à la fois un placement financier, à la fois un support de transmission patrimoniale, à la fois une passion, à la fois de la nourriture spirituelle. Pour François Pinault, l'art, c'est aussi et encore à la fois un business parce que je te rappelle qu'il possède Christie's. François Pinault, rien qu'avec l'art, il a fait un joli 1 égale 5. Il comble 5 éléments essentiels, et je pourrais même rajouter le 6e qui est la passion, tout en s'adonnant à une activité pour laquelle il n'a aucune limite. Et là, si tu comprends, ne serait-ce que ça, que ce que je viens de te dire ici, tu comprends comment les riches s'enrichissent en fait. Tu comprends pourquoi certaines personnes comme lui arrivent à se dégager de la masse, arrivent à des résultats différents de tous les autres. Et je te le dis en toute sincérité, tu dois, et je te le dis,
Tu dois faire ça. Alors, parlons un peu de votre CV, comme on dit dans les ressources humaines. Pas beaucoup d'études. Donc, Pourquoi? Par goût, par j'ai arrêté mes études à 16 ans, un peu par obligation, parce que mon père m'a demandé de venir travailler avec lui. Et puis en fait, j'étais rentré en 6e dans un collège religieux à Rennes, en Bretagne, alors que j'étais à l'école primaire dans un petit village et j'ai rencontré un monde différent du mien que je n'ai pas beaucoup aimé, pas beaucoup apprécié. Puis peut-être étais-je révolté contre ce milieu ou mal intégré dans ce milieu. Je suis retourné travailler avec mon père. Qui faisait quoi? Qui avait une petite ferme en Bretagne, à côté de Saint-Malo, d'une dizaine d'hectares, et qui l'hiver avait une toute petite scierie avec un ouvrier et qui sciait des planches, voilà. Donc ça c'est le tout début, la ferme et puis La ferme, le ensuite, bois. J'interviens ici parce que c'est intéressant et que ça demande que tu prennes le temps d'analyser ce qui vient d'être dit. Il y a 2 choses importantes. Premièrement, il dit je ne me suis pas intégré, j'ai pas aimé. Je trouve que avant même que je te dise la suite, je veux que tu entendes ce que je vais te dire. C'est intéressant déjà. Tout à l'heure, on a analysé dans la précédente émission, on a analysé un reportage. Ici, on a le ressenti de l'homme. Et je trouve que c'est 100 fois mieux en fait. Personnellement, je préfère encore. Enfin, j'aime bien faire les analyses comme ça quand j'arrive à avoir à la fois donc finalement un reportage sur lequel je vais pouvoir travailler et à la fois une interview sur laquelle on va pouvoir réagir parce que je trouve qu'on a vraiment, tu vois, les 2 aspects profonds de la personne. Et c'est intéressant, tu vois, d'avoir les mots qu'il pose dessus. Je ne me suis pas intégré, je ne me suis pas senti bien, j'étais un petit peu révolté. Et là, la première chose que tu dois te dire, c'est que, et c'est quelque chose qui revient, hein, on commence à avoir fait pas mal d'analyses au final sur cette chaîne, on aura fait beaucoup d'analyses sur ce podcast. Et si tu me suis assidûment, tu dois commencer à tirer des grands traits de toutes ces personnalités. Et là, ici, il y a un trait que je trouve ultra prononcé et important, c'est qu'il s'écoute. Il s'écoute en fait. Il ne s'est pas senti intégré, il décide de rentrer chez son père, travailler avec son père. Il n'a pas aimé. Et aujourd'hui, si on devait transposer à ta situation, ça veut dire que si tu n'aimes pas ton travail, tu le quittes. Ah oui, je sais là ce que tu es en train de me dire. Tu vas me dire, ah non mais je peux pas Nicolas, c'est pas possible. Non mais, bullshit. Pour pas être vulgaire, je le dis en anglais. Mais tu dis n'importe quoi. Tu peux très bien en fait. Moi, j'aimais pas le travail de salariat. Je gagnais pas d'argent, j'ai tout arrêté. Point. Il y a pas de, je me suis pas dit j'aurai pas d'argent. On s'en fout en fait de tes excuses. Ça, ce qu'on appelle, c'est des excuses. Tu manques d'argent, c'est une croyance. Tu crois que tu vas manquer d'argent. Parce qu'en vrai, si tu t'arrêtes de travailler comme tu as besoin d'argent, tu vas aller en chercher. Enfin, corrige-moi si je me trompe. Regarde. Si demain, tu as besoin d'argent, imaginons que tu m'écoutes, tu as écouté le podcast de Nicolas Compagnie, de Nicolas de Immobilier Compagnie, tu te dis, allez, je vais changer de vie, je quitte mon emploi. Mais tu vas te retrouver dans une situation, tu es d'accord avec moi, compliquée d'entrée de jeu. Mais tu crois qu'il se passe quoi dans ces situations-là? Tu crois vraiment que quand tu es en danger, tu te laisses submerger par le danger et tu tombes au sol et tu meurs? Mais laisse-moi te rassurer, non, pas du tout. Hein. En vrai, tu vas te bagarrer, tu vas pas te laisser faire. Tu vas aller chercher de l'argent parce que tu vas en avoir besoin, tu vas trouver des solutions, tu vas commencer à avoir des idées, tu vas te sortir les 2 doigts des fesses parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça bouge, tu vas découvrir des systèmes parallèles qui vont t'amener des réflexions nouvelles, qui vont t'amener sur de nouvelles idées, qui vont t'amener à des endroits que tu n'aurais jamais soupçonnés. Enfin bref, il va se passer plein de choses auxquelles tu ne peux pas avoir accès ni conscience, tout simplement parce que tu restes figé dans tes croyances. Tes croyances. Tu sais que aujourd'hui, je m'amuse de me rendre compte que 98% du temps, j'allais dire 95, allez je vais être sympa, 95% du temps, les gens quand ils me répondent par des croyances. Et je leur dis, mais c'est ce que tu es en train de me dire, c'est une croyance. Alors, ah non, ils ont toujours quelque chose à redire à ça. Mais c'est une croyance. Et là, François Pinault, il te le montre. Lui, il s'est écouté. Tu crois qu'il n'avait pas besoin d'argent? Alors après, tu vas encore me retrouver des excuses. Ah oui, mais il était jeune, ah oui, mais ceci, ah oui, mais cela. Ah oui, mais bon, bref, il l'a fait en attendant. Il s'est écouté et il est retourné chez son père. Et là, il s'est intéressé à ce que faisait son père et il a travaillé avec son père. Bon, on va voir la suite de l'histoire, tu la connais. Je vais me concentrer maintenant sur un deuxième point que je trouve important. Tu l'as vu dans l'émission précédente, François Pinault dit qu'il est un handicapé des relations sociales. Il faut bien comprendre ici que c'est ce qui vient de se passer là est hyper important. Ton rapport aux autres,
conditionne ton rapport à toi-même. Et ton rapport à toi-même conditionne ton rapport aux autres. C'est en fait finalement ni plus ni moins que deux éléments qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Quand tu vas avoir un rapport aux autres et un rapport à toi-même qui est comme celui de François Pinault, c'est-à-dire que François Pinault s'écoute beaucoup, il est capable d'être seul et de travailler avec lui-même, il n'a pas de problème particulier dans sa vie et il n'a pas forcément des problèmes avec les autres, mais s'il n'est pas bien intégré, s'il ne se sent pas bien, il n'a pas de problème à s'éloigner du groupe. Eh bien ça, tu vois, ça dénote d'un comportement qui lui a permis dans ses affaires d'avancer plus vite que les autres. C'est aussi simple que ça. Je vais faire un parallèle avec moi, j'ai aucun problème à être seul, j'ai aucun problème à perdre tous mes amis, je me referai de nouveaux amis, j'ai pas de problème en fait. Mais il faut comprendre que pour pouvoir adopter ce genre de comportement-là, il faut premièrement être correct, cohérent avec soi-même, être bien avec soi-même, mais aussi être bien avec les autres, s'assumer et s'accepter tel qu'on est. C'est pas simple. Là, on déborde totalement des sujets habituels. J'ai conscience que ça n'est pas simple. La capacité à s'écouter, la capacité à s'assumer et à s'accepter, ça n'est pas simple du tout. Mais c'est la clé du succès. Le bois, ensuite je suis parti en Algérie parce que c'était la période de la guerre d'Algérie, où je suis resté 30 mois. Je suis revenu en Bretagne dans cette ferme. Mon père est mort la même année et il a fallu que je me mette à travailler. Vous avez quel âge à cette époque-là? Vous avez quel âge? J'avais 22 ans et demi. Et alors vous commencez à travailler? Je commence à travailler, puis j'ai créé mon entreprise l'année suivante avec un prêt familial. J'ai créé une entreprise dans le bois parce que c'est tout ce que je savais faire. Je n'avais pas d'études, je connaissais les métiers techniques du bois, je savais reconnaître le chêne, le hêtre, le châtaignier. Donc j'achetais des planches le matin, je les vendais l'après-midi. Et j'ai démarré en 1963 avec 5 personnes, 5 ouvriers qui m'aidaient à remuer les planches. Vous achetez le bois, vous le revendez, vous êtes un broker, vous êtes un commerçant, oui, ou commerçant. Vous êtes un industriel à ce moment-là? Non, un commerçant. Non, j'ai commencé dans le commerce, parce que commencer dans l'industrie, ça demande des capitaux, donc j'ai commencé dans le commerce, c'était le plus simple. Et il a fallu donc apprendre à fidéliser des clients, apprendre des fournisseurs à vous faire confiance, et j'ai grandi comme ça, j'ai développé comme ça. Est-ce que tu réalises? Alors là, franchement, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, mais est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer? Il y a une seconde, je te disais quoi? Il a tout quitté, il est retourné avec son père meurt. Alors ça, c'est une information que j'ai complètement zappée dans l'interview, tu vois. J'en prends conscience ici. Donc là, quand tu es là avec tes petites excuses à te dire à toi-même, ah ouais, mais si j'arrête mon travail, j'aurai pas d'argent. Mais son père est mort en fait. Et on est dans une structure familiale à l'époque où le père couvrait les besoins de la famille. Alors certes, à l'époque, et là tu l'as entendu aussi, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, il a dit j'ai fait un prêt familial parce qu'il est facile de comprendre qu'on est face à des générations qui épargnaient, il y a de l'argent derrière sûrement pour survivre surtout dans l'agriculture en général, tu as 1 à 3 ans d'avance sur les récoltes. C'est comme ça que fonctionnent les agriculteurs. Ça dépend des agriculteurs, ils ne sont pas tous pareils, mais tu m'as compris. Et donc, en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est sûr que la mère devait avoir des ressources pour tenir. Mais, en attendant, il s'est retrouvé seul face à lui-même. Crois-moi, entre toi et moi, je vais te dire ce que je pense. Il vaut mieux que tu quittes ton emploi, même si tu es mal, etc., et que tu n'auras pas d'argent et que tu galères, mais que tu es tes parents, plutôt que tu quittes ton emploi, tu arrives et qu'il y a un de tes parents qui meurt. Je suis pratiquement certain que si François Pinault était là et qu'il me parlait, il me dirait « Nicolas, j'aurais donné tout l'argent du monde, même encore aujourd'hui, pour que mon père vive 10 ans de plus. » Et je peux t'en parler parce que moi, ma grand-mère, qui m'a élevé comme ma mère, est morte prématurément. Et je peux t'assurer que tout mon argent du monde, je l'échange contre sa vie, quoi. Il n'y a aucun problème en fait. La fortune, je la referai, tu vois. Mais la vie, ça s'échange pas. Donc je veux dire, c'est drôle, tu vois, parce que je suis certain que quand j'ai dit ça tout à l'heure, et si tu es salarié, tu t'es dit « Ah ouais, mais moi, je pourrais pas quitter mon emploi. » Je le sais que tu te l'es dit en fait. On se dit tout ça quand on entend quelqu'un comme moi dire ça. Pour toi, c'est facile, tu as de l'argent. Rien à voir. Puisque regarde, Pinault l'a fait et quand il s'est pointé, son père est décédé. Donc, ne minimise pas et ne minimise jamais la situation des autres. On sous-estime toujours sa position et on surestime toujours celle de ceux qu'on regarde. La preuve. Et alors là, franchement, c'est divin comme enchaînement. Ça n'aurait pas mieux tombé. Et ça continue, c'est encore mieux, quoi. Parce que regarde ce qu'il dit. J'ai pas fait d'études, je connaissais rien. J'ai fait ce que je savais faire. Je savais juste reconnaître des planches. Et j'ai dû tout apprendre le reste sur le tas. Dans une époque
où tout le monde te dit « Ah ouais, forme-toi ». Regarde, elle est où la formation là? Bim, j'y vais, je réfléchis pas. Et moi, je suis le premier, je te le dis tout le temps, tu n'es pas obligé de te former. En fait, c'est quoi la formation? C'est un gain de temps sur le terrain, c'est tout. C'est est-ce que j'ai l'argent de gagner du temps ou est-ce que j'en ai pas? Et c'est OK. Si tu estimes ne pas avoir d'argent pour te former, si tu estimes ne pas en avoir, ben c'est que tu as du temps à perdre. Mais encore une fois, je vais te le dire de toi à moi, il n'y a que les idiots qui perdent leur temps. Il n'y a que les idiots qui perdent leur temps. Parce que 100% du temps, je vais te dire un truc qui est hyper drôle, hein, je veux vraiment que tu écoutes. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent sur leur compte, genre 20, 30, 50, 100 000 euros, et qui vont pouvoir se payer des formations, la mienne ou celle des autres, et qui vont préférer ne pas se la payer et se convaincre que le mec qui vend une formation, c'est une arnaque, plutôt que gagner du temps et se former. Mais c'est eux les idiots. Parce que François Pinault, il a perdu combien de temps à s'auto-former? Combien il a perdu de temps? Est-ce que tu crois que ça se mesure, ça? Pour plusieurs raisons. Déjà, il était à une époque où l'accès à l'information n'était pas le même. Mais ensuite, parce qu'il n'avait pas vraiment l'argent. Il ne l'avait vraiment pas. Aujourd'hui, au prix où sont les formations, il y a 100% des gens qui ont l'argent, mais qui se trouvent des excuses. On en parle ou on n'en parle pas? Donc, il y a un moment donné, si tu commences à te dire « Ok, je ne peux pas quitter mon emploi parce que sinon, j'aurai plus d'argent. Ok, je ne me forme pas parce que les mecs, c'est tous des voleurs. » Et qu'après, tu dis « Ok, mais je ne peux rien faire parce que je n'ai pas assez de connaissances. » Bon, il y a un moment donné, en fait, c'est que en fait, tu es un rêveur, en fait. Tu es un rêveur. Et c'est pas... Il y a rêveur et rêveur, tu vois. Il y a les rêveurs qui rêvent, mais qui passent à l'action. Et il y a les rêveurs qui rêvent. Oui, là, il y a un point, en fait, tu vois. Il y a les rêveurs qui rêvent, point. Et ça s'arrête. Mais je te l'ai déjà dit, cette phrase. Et je vais te la redire. Un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un génie qui est assis. Alors oui, tu vas avoir le petit badge avec écrit « Génie, je suis un génie, je regarde toutes les vidéos gratuites sur Internet, je sais plein de trucs. » Mais t'as fait quoi en fait? Tu fais quoi en fait? Tu fais quoi? Moi, si j'étais ton père, je t'aurais mis des grands coups de pied aux fesses. Parce qu'entre nous, il vaut mieux que tu dépenses de l'argent dans une formation et que tu n'apprennes rien. Mais je vais te le dire comme je le pense. Hein. Il vaut mieux rien apprendre en ayant acheté une formation qu'être à ta place. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu as dépensé de l'argent pour acheter une formation, moi j'achète des formations. Hein. Je ne vais pas dire j'ai déjà acheté, j'achète des formations. Et je paye des services pour me former en immobilier. Alors bien évidemment, je ne vais pas te mentir. Je n'ai pas pris de formation pour l'instant en ligne sur Internet sur des formateurs immobiliers. Il faudrait peut-être qu'un jour je le fasse parce que je suis un idiot. Peut-être qu'ils ont des choses à m'apprendre. Il ne faut pas être négatif dans la vie, tu vois. Il faudrait qu'un jour je m'y intéresse et que je me dise, tiens, je me forme chez un tel. Peut-être que je le ferai. Et si je le fais, je t'en parlerai. Mais ce que je veux dire, c'est que je me forme. Je dépense de l'argent pour me former. Et j'ai déjà acheté des formations en ligne, notamment par exemple sur Internet. J'y comprends rien à Internet. J'ai pas de honte de le dire. Je suis une quiche, tu crois que je fais quoi? Je me forme. Bref, j'en viens au point. Si tu dépenses de l'argent sur une formation en ligne, crois-moi, ta formation, tu vas la rentabiliser. Hein. Moi, il y a une formation que j'ai prise, que j'ai payée cher, je la rentabilise. Je la rentabilise. C'est tout. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai dépensé de l'argent, j'attends un retour sur investissement. Et c'est normal. Mais il vaut mieux être vexé en ayant dépensé de l'argent, en n'ayant rien appris et te bouger les fesses, que rester assis dans ta petite vie pourrie, à tourner en rond toujours au même endroit. Au final, qu'est-ce qu'il t'apprend, François Pinault, là, maintenant? Il t'apprend quoi? Il te montre que c'est vraiment pas compliqué, la vie. Ce qui est compliqué, c'est toi. Toi, tu te la compliques, la vie. Mais la vie, c'est pas compliqué. Donc maintenant, arrête de te projeter sur des choses que tu fais pas. Arrête de fantasmer sur des actions que tu ne mènes pas. Fais les choses ou ne les fais pas, mais arrête de m'en parler. Agis ou n'agis pas. Passe à l'action ou n'agis pas, mais ne reste pas là où tu es. En fait, l'important, c'est que tu fasses quelque chose pour ne pas rester au stade où tu en es maintenant. Et sincèrement, je le prendrais même mal parce que vu le contenu que tu as dans mes podcasts, si tu restes au stade où tu es, c'est que tu n'as rien compris. Vous dites j'ai grandi comme ça. Dès le début, votre entreprise commence à prendre un petit peu d'importance ou est-ce que, comme certains patrons... Non, dès 65, elle s'est un peu développée. Ensuite,
en Bretagne, il s'est développé dans des activités de distribution de bois et de matériaux pour la construction. Ensuite, dans l'importation, parce que j'achetais des bois à des intermédiaires, des bois d'importation qui venaient de Scandinavie, d'Union soviétique. Et je me suis aperçu que ces intermédiaires prenaient des marges que je trouvais éhontées. Donc autant les prendre vous-même. Je les ai court-circuités, je suis allé oui. acheter directement et j'ai foutu le bazar dans cette belle profession. On vous a fait payer... Oh, je ne me suis pas fait que des amis, forcément, parce que j'ai utilisé des méthodes probablement plus efficaces qui remettaient en cause des systèmes ancestraux de distribution, et puis ça entraînait à la faillite des concurrents qui étaient bien installés, qui eux étaient sûrs d'eux, dont beaucoup se venaient me dire « Mais mon petit gars, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire faillite ?» Je refaisais mes comptes tous les jours, tous les dimanches matins, puis je me disais « C'est pas possible que je fasse faillite puisque je gagne de l'argent. » Donc c'est eux qui ont fait de mauvaises affaires parce que justement ils s'étaient assoupis avec leur certitude et se sont fait balayer par un jeune type qui est venu là avec d'autres méthodes. Alors déjà, il y a un truc que je dois souligner et qui est vraiment hyper important. Mais vraiment hyper important. Et là, je vais te le balancer dans la figure. Et il y a un moment donné, il va falloir que tu arrêtes, parce que ça va m'énerver. Quand il dit « je faisais mes comptes le dimanche matin », c'est pas une formule linguistique. C'est pas un jeu de mots pour faire rire l'assemblée. C'est réel. J'ai fait des recherches sur François Pinault. Il travaillait même le dimanche. Tu fais quoi le dimanche matin? Tu fais quoi le dimanche matin? Moi, je veux que tu entendes ce que j'ai à te dire. Moi, j'ai travaillé les week-ends. Moi, jusqu'à ce qu'il y ait ma femme, j'étais jamais parti en vacances. Et François Pinault, tu l'as entendu dans le précédent, c'est pareil, je te l'ai déjà dit cette phrase, je te le redis, et je travaille encore le week-end. En fait, je travaille tout le temps. Bon, je ne vais pas m'en cacher, c'est une réalité. Donc, il y a un moment donné, quand tu es seul le soir, là, devant ta télé, là, j'ai le poing fermé, je suis énervé, là. Quand tu es devant ta télé, là, ton rêve, il est où, là? Quand tu regardes ta petite série Netflix, tu sais que je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à arrêter Netflix. Parce que je regarde Netflix comme toi et moi, comme tout le monde. Je sais que tu regardes Netflix, on regarde tous Netflix. Mais je la regarde de moins en moins déjà, j'ai pas le temps en fait, faut pas se mentir, j'ai de moins en moins le temps, j'ai plein d'amis, même ma femme, j'ai regardé ça, et t'en es où, J'en suis nulle part, je suis nulle part moi, je suis pas sur Netflix, donc déjà, et des fois, alors je suis partagé parce que des fois tu vois le soir, j'aime bien regarder aussi, il y a des moments, on n'est pas des machines, faut se détendre, mais je lis des bouquins en fait, je préfère lire des bouquins. L'autre soir j'ai lu un livre toute la soirée jusqu'à minuit, j'ai fini le livre, et je suis en mode maintenant en ce moment de lire des livres en une soirée, tu vois, plutôt que de regarder la télé, ça m'apporte plus en fait. Et c'est ça la question que j'ai à te poser. Tu fous quoi le dimanche matin, bordel? Va bosser. Arrête de me dire je peux pas. J'ai envie de te mettre des claques, bordel. Je suis vulgaire dans cette émission, excuse-moi. Non mais ça m'énerve parce que j'entends tellement de personnes qui sont là qui me disent je veux faire ceci, je veux faire cela. Et en fait, c'est pas méchant, mais c'est du blabla quoi. C'est du gros blabla. Et le pire, c'est que c'est du blabla pour eux-mêmes. Parce que moi, si tu veux, j'ai envie de leur dire, mais je sais comment tu peux faire pour y arriver, garçon. Ou fille, d'ailleurs. Mais est-ce que vraiment tu t'en donnes les moyens? Est-ce que vraiment tu fais ce qu'il faut dans ta vie pour que ça arrive? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu mets en place les réelles actions? Je suis pas sûr. Vraiment pas, du tout. Je pense que là, t'es un peu éhonté à écouter ce que je suis en train de te dire parce que t'es concerné, en fait. On est tous concernés. Parce que je veux pas que tu crois que je le suis pas, Encore une fois, comme je te dis, pourquoi j'adore ces podcasts? Parce qu'ils me servent autant à moi qu'à toi. Et je peux t'assurer que depuis que je fais ces podcasts, en tout cas, je te le dis, parce que c'est important, moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie grâce à toutes les analyses que je peux faire et que vous m'incitez à faire, tous. Toi, les autres, toutes les analyses que vous m'envoyez, j'essaie de les faire et tout. Et franchement, je le dis sincèrement, ça m'aide énormément dans mon quotidien. Et je suis obligé de te souligner le fait que tu as tout, ne serait-ce que dans ces podcasts, pour changer ta vie. Donc à un moment donné, arrête de te mettre la rate au courbouillon et commence à passer à l'action. Ok? Donc ensuite, on revient maintenant sur ce qui se passait tout à l'heure. Déjà, pourquoi cette froideur? Pourquoi cette froideur? Il faut comprendre que dans ce qui t'explique, ces comportements financiers, ces comportements de chef d'entreprise ont conduit des concurrents à lui à la faillite. Mais lui, en fait, il s'en fiche. Mais c'est lié à ce que je t'expliquais tout à l'heure, cette capacité à s'extraire du groupe, cette capacité à se dire, finalement, si je suis tout seul, c'est pas très grave. Tu sais, je vais te poser une question, quelque chose que j'ai vécu, que je vivrai encore. Dans ma vie, j'ai perdu des amis, je m'en suis refait des nouveaux. Mais c'est pas que je perds des amis en soi, c'est que mes choix de vie me conduisent dans des extrêmes qui font que je peux pas être suivi sur certains points, et c'est comme ça. Et la question que j'ai à te poser, c'est la suivante. Jusqu'où tu es prêt à aller
pour réaliser ce que tu veux réellement réaliser. C'est-à-dire, peu importe ton rêve, je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître, ça ne me regarde pas, c'est ton rêve. Mais imaginons que tu aies un rêve, que tu veux devenir multimillionnaire, milliardaire, moi je peux tout entendre. Un jour, j'étais à table, il y a quelqu'un qui m'a regardé dans les yeux, qui m'a dit « Moi je veux être milliardaire ». Et je l'ai regardé, j'ai dit « Ok, pas de problème, tu fais quoi tous les jours pour que ça arrive ?» Elle me dit « je rêvais de ça quand j'étais petite, c'était une fille, tu vois. » Elle était très surprise, elle m'a dit « La première personne n'a pas me rire au nez. » Je dis « Mais non, mais pour moi c'est un rêve qui est complètement odile, mais tu fais quoi aujourd'hui pour être milliardaire ?» Elle me dit j'ai un gros salaire. J'ai dit « Tu crois qu'un milliardaire il est salarié ?» Là il y a eu un gros blanc. Elle m'a dit « Ah oui, tu crois que je devrais quitter mon emploi ?» Je dis « Mais c'est le premier truc à faire en fait. » Je dis « Quand tu veux quelque chose, commence par adopter les comportements de ce que tu veux. Tu m'écoutes. » Décidément c'est un thème récurrent dans cette émission, je m'excuse. Mais tu veux devenir riche. Est-ce qu'il y a un riche qui est salarié ? Bon voilà. Donc commence par lâcher ton emploi. Tu veux être riche ? Tu es encore salarié ? Tu n'as rien compris. Et arrête avec tes excuses pourries. Tu les mets là où je pense tes excuses. T'arrêtes maintenant. Je m'en fous de tes raisons. On s'en fout. François, qu'on est en train d'écouter religieusement depuis tout à l'heure, il n'avait pas d'excuses. Il s'est mis en marche. Il s'est mis en marche. Et il a commencé avec 5 personnes. C'est audacieux ça. Ça c'est audacieux. C'est-à-dire qu'il a commencé son entreprise avec 5 personnes parce qu'il s'est dit tout de suite qu'il avait besoin d'aide. Il achetait le matin, il revendait le soir. Efficacité. Il a rapidement mis en place des méthodes pour optimiser, pour avancer plus vite. Et il a itéré, c'est-à-dire qu'il a mis en place dans sa vie, bam, bam, bam. Est-ce qu'il n'a pas eu des difficultés ? Le problème de ces interviews, il est là. C'est que tu écoutes un mec qui en 30 secondes te raconte 10 ans de sa vie. Ça a l'air facile. Ça ne l'a pas été. Ça a été dur. Il a pleuré. Il a sué. Il s'est privé. Il n'est pas allé en vacances. Il ne regardait pas Netflix. Elle était facile celle-là. Mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment donné, il avait un engagement sans faille. Parce qu'il était au pied du mur. Et qu'il voyait bien le mur. Et ça, je ne peux pas te l'apprendre en fait. Même à travers cette interview, je ne peux rien faire d'autre que te secouer. Et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve de voir tous ces gens qui ont 1001 excuses, mais qui n'ont pas une seule raison de poser une première action. Et oui, la première action sera petite, mais elle comptera. Alors fais quelque chose et arrête de te plaindre. Après, continuons. Il y a un dernier élément dans ce passage qu'on a écouté qui est essentiel. Il a dit une phrase qui doit te bousculer et qui doit te marquer au fer rouge. Et dont je suis en train, indirectement et de façon détournée, d'appliquer sur toi la recette. Il a remis en cause des systèmes ancestraux en court-circuitant des intermédiaires et en augmentant ses marges. Il a remis en cause. Quand je remets en cause ta situation de vie, je le fais pour toi. Avoir la capacité à se remettre en cause, à se dire en permanence que est-ce que ce que j'ai fait c'est bien ? Est-ce que ce que j'ai fait ça sert mon ego ou ça sert mon objectif ? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça sert mon projet ou ça sert mon rêve ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que mes actions sont réellement à la hauteur de mes propres attentes ? Et sinon, est-ce que je suis capable de faire table rase et de recommencer ? Non, c'est pas facile. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas une démarche que tu vas trouver comme ça un beau matin en te disant « Allez, je recommence parce que ce que j'ai fait c'est naze et ça fait peut-être 10-15 ans que je fais ça, mais c'est pas grave. » Et oui, quand je te dis ça, je pense un peu à l'attitude que j'ai eue vis-à-vis de mon patrimoine. Mais moi, ce que je veux que tu entendes derrière tout ça, c'est que la force derrière ces actions-là, c'est la remise en cause. C'est la capacité permanente à te dire « Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est réellement à la hauteur de mes ambitions ? Est-ce que je ne devrais pas changer ? Est-ce que dans ce que je fais, je n'ai pas tort ? Et si oui, est-ce que je suis capable de faire autrement ? En ce moment, et depuis que j'ai fait mes gros changements dans mon patrimoine, je remets énormément de choses en cause dans ma vie et je me mets en danger. Là, tu vois, j'ai fait des placements dont je parlerai, je pense, dans les formations un petit peu risquées à mes yeux, mais parce que je me suis remis en cause et j'ai eu ce courage à un moment donné de m'écouter et de me dire, parce qu'à force de voir ces émissions, c'est ce que je me dis, allez, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, d'abord, tu n'auras pas d'histoire à raconter. Et deuxièmement, eh bien, tu ne pourras pas savoir s'il n'y a pas une autre méthode que la seule que tu appliques depuis bientôt 20 ans. Et je vais te dire quelque chose, je suis en train de me rendre compte que, en fait, il y a des millions de méthodes qui marchent. Et la seule méthode qui ne marche pas, c'est cette peur au ventre que tu as, qui te sclérose et qui te coince dans ce que tu crois être une situation immuable, mais qui ne l'est pas.
Le problème de notre pays, c'est qu'on n'a aucune culture du risque. Et que le moindre tout petit risque qu'on essaye de t'inciter à prendre, il te paraît être une montagne infranchissable. Mais tu peux la franchir. Tu es capable. Tu l'es capable. Mais à un moment donné, comme François Pinault, va falloir te prendre par la main et va falloir te lancer. Et la remise en cause, c'est la première des démarches. Remettre en cause ta manière de travailler, remettre en cause la manière de gérer ton argent, ton système de pensée, tes pensées, ton avis sur les personnes, tes actions. Oui, c'est dur, mais il va falloir que tu le fasses. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas rester sur tes positions. Et rester là où tu es, je te le redis une deuxième fois à la fin de cette deuxième partie, tu m'as compris, je m'en mêle un peu là, mais je te le redis, si tu restes là où tu es, tu ne feras rien dans ta vie. Et ça, crois-moi, c'est la pire des choses que je te souhaite. Vous vous dites aujourd'hui, quand vous regardez des jeunes types qui ont d'autres méthodes, ceux-là peuvent me faire ce que j'ai fait Je dis toujours, il faut faire très attention et ne pas les regarder en ricanant, en disant le pauvre petit gars, il ne sait pas ce qu'il fait. Il faut être très prudent, oui. Très prudent. Cette entreprise que vous créez s'appelle comment? Elle s'appelle l'établissement François Pinault. Elle avait mon nom. Vous avez hésité longtemps sur le logo? Je ne me souviens pas, non. Il fallait vous mettre en avant? Inconsciemment, sans doute, mais à l'époque, je ne me suis même pas posé la question comment l'appeler, non, peut-être. Inspire-toi de ça. Inspire-toi de ce qu'il vient de dire. Vous avez réfléchi longtemps sur le logo? Non, j'ai mis mon nom. Et il te dit, c'est normal, le présentateur lui demande s'il avait besoin de se mettre en avant, etc. Et il s'en souvient même pas, mais ça veut dire qu'il peut-être, mais peut-être pas, il s'en fichait en fait. C'est des détails. C'est des détails. En fait, chaque poste de dépense qui te paraît important au départ, tu les feras quand tu gagneras de l'argent. Moi, on me reproche des fois, bref, peu importe à qui on reproche, mais parfois on me dit oui, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Mais comme je réponds, je le ferai en temps et en heure. C'est pas parce qu'une chose n'est pas faite au début qu'elle ne se fera pas à l'arrivée. Et c'est pas parce qu'une chose te paraît ultra importante qu'elle est vitale pour l'avancement de ta boîte. Il s'est lancé et puis c'est tout. Il s'est pas posé de questions, il a posé son cerveau et il est passé à l'action. Je ne vais pas te redire la phrase que je redis tout le temps, tu l'as en tête. Simplement, garde vraiment à l'esprit ce qu'il vient de dire, parce que pour moi, c'est vraiment ce que tu dois faire. Oui, bonjour Monsieur Pinault. Je suis Sabine Babinet, étudiante à l'ESCP EAP. Et j'aimerais savoir, pour vous, quel rôle joue l'éducation dans l'envie d'entreprendre et si vous auriez eu la même carrière si vous aviez fait des études supérieures. Si vous aviez eu. Je ne peux pas vous répondre avec précision sur savoir le rôle que joue l'éducation dans l'envie d'entreprendre, mais ce que je peux vous dire à coup sûr, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps. Le fait de ne pas avoir eu de formation dans ma jeunesse, je le dis souvent, et ce sont pas des propos de cabot, m'ont fait perdre une dizaine d'années, parce qu'il y a un tas de choses qu'on est obligé d'apprendre sur le tas, sur le terrain, qu'on apprend si on est éveillé, si on écoute les autres, si on observe, mais on a perdu du temps et il est tout éminemment souhaitable d'avoir une bonne formation, et cette formation ne doit pas enlever l'envie d'entreprendre, parce qu'entreprendre, je crois que ce n'est pas tellement lié à la formation, c'est une question de tempérament, de caractère. Mais on entend très souvent des patrons ou des gens qui embauchent les jeunes dire à la sortie des écoles, ils ne savent pas grand-chose. Vous supposez qu'à la sortie des écoles, vous auriez su davantage? J'en suis convaincu. Ils savent pas grand-chose de précis pour un métier donné, peut-être, mais ils ont une formation générale qui apporte beaucoup par la suite et qui permet d'engranger sans doute plus rapidement les informations qu'ils reçoivent ensuite. J'en suis convaincu. Oui. Ce passage est vraiment très intéressant dans une époque où tout le monde, mais alors je dis bien tout le monde, crache sur l'école. On a ici François Pinault qui nous donne sa propre vision, finalement, de l'éducation. Et elle est, je trouve, réellement aux antipodes de tout ce qu'on peut entendre. Et je trouve ça tellement intéressant. Déjà, il y a une première chose que je veux souligner, mais tu l'as forcément souligné toi aussi, j'en suis certain, c'est sa modestie, puisque d'entrée de jeu, son honnêteté envers la réponse, je la trouve juste géniale, puisqu'il dit « Je vous réponds, mais je ne suis absolument pas apte à vous répondre. Forcément, je n'ai pas fait d'études. » Il ne le dit pas comme ça, mais c'est sous-entendu. Et c'est réellement intéressant parce que justement, comme il dit, il suppose tout ce qu'il est en train de dire. Et il a une vision, du coup, je la trouve presque infantile sur l'éducation, à un point où déjà c'est compréhensible. Moi, quand il le dit, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Et en plus,
Du coup, même toi, ça te fait réfléchir autrement sur l'éducation que tu as reçue. Il le dit lui-même. Et je crois que c'est une confusion qu'on fait tous. Est-ce que réellement le rôle de l'école, c'est de nous préparer pour la vie? Non. Comme il dit premièrement, ça te permet d'engranger plus vite de l'information. Ça te donne simplement une structure. Alors du coup, ça m'amène sur une question que j'ai à te poser. Mais est-ce que quand tu dois ingérer une information, tu la restructures pour mieux l'ingérer? Petite anecdote amusante. Quand j'ai commencé à réussir mes diplômes scolaires, c'est quand j'ai commencé à faire des fiches. Et j'ai fait des fiches qui correspondaient à mes attentes intellectuelles. C'est-à-dire que je fabriquais mes fiches en fonction de ce que je pensais qui était plus facile pour moi pour apprendre ce que j'avais à savoir lors du contrôle, de l'examen ou du test que j'avais à passer. C'est tout bête, mais on ne pense pas assez souvent à le faire. Et l'école, ça reste malgré tout un lieu qui favorise la mémoire et qui favorise effectivement l'apprentissage. Et du coup, moi je trouve très intéressant, il met le doigt là où il faut sur un point qui est juste, c'est que même si l'école ne nous apprend pas des choses qui nous semblent utiles aujourd'hui, ça a le mérite de nous apprendre à apprendre. D'ailleurs, excuse-moi de te le dire, mais l'erreur c'est nous qui la faisons. L'erreur qui consiste à dire « j'en sais suffisamment, je n'ai plus rien à apprendre », ça émane de toi. Ça n'émane pas de l'école. L'école ne t'a jamais dit « ça y est, c'est bon, tu sais tout, tu peux vivre, tu n'as plus besoin de moi ». L'école te dit « tu as un diplôme, ça valide des acquis, tu peux continuer d'avancer ». D'ailleurs, très souvent, quand tu arrêtes tes études, il y a des études après les études que tu as fait. Alors, il y a un niveau d'études après lequel il n'y a plus rien, mais c'est très rare et tu remarqueras d'ailleurs que ceux qui atteignent le bout reprennent en général d'autres études. Parce que je pense qu'apprendre, c'est un processus et qu'on est tous différents, mais certains apprennent plus facilement que d'autres. Bref, je trouve intéressant qu'effectivement, ils perçoivent l'école comme un centre qui donne les outils pour apprendre plus rapidement. Et d'ailleurs, je vais être franc, si je prenais l'école sous cet angle, je trouverais moi aussi que l'éducation est quelque chose de très bien. Autre élément très important, et ça, tu le graves dans un coin de ta tête, il dit, et voilà le poids que ça a dans sa bouche, j'ai perdu 10 ans à ne pas avoir et de formation et ou de faire d'études. Alors forcément, la question qui se pose et qui ne sera jamais répondue, c'est est-ce que si jamais il avait vécu à notre époque, il aurait fait des formations avec moi et les formateurs qu'il y a en ligne? Ça, on ne peut pas le savoir puisqu'à son époque à lui, ces personnes-là n'existaient pas. Mais tu serais très surpris de te rendre compte de toutes les personnes qui ont pu suivre, notamment aux États-Unis, des cours en ligne d'autres personnes. Il n'y a qu'en France où on a un problème avec ça. Encore une fois, ne cherche pas à te vendre des formations. Je suis le premier à dire que tu n'as pas à en acheter. En fait, pour moi, François Pinault vient de te donner finalement la réponse. Si tu as envie de perdre 10 ans, démerde-toi tout seul dans ton coin, mais viens pas te plaindre si tu mets 10 ans pour y arriver. Et si tu veux gagner 10 ans, tu payes. Et puis tu te débrouilles avec ça. T'es d'accord avec moi, Patrick, ou pas? Ouais, t'es d'accord, hein? Allez, envoie la sauce. Est-ce que vous êtes sûr que le fait de ne pas avoir fait d'études, d'avoir été faire la guerre, d'être revenu et d'être dans un endroit démuni n'a pas démultiplié votre envie de réussir, d'entreprendre et au fond de vous enrichir? Probablement que je n'avais pas le choix, parce que n'ayant pas de diplôme, en fait, je suis parti sans relation. Mes parents étaient d'un milieu aisé en campagne, mais modeste tout de même. Ils n'avaient pas de relation, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de diplôme. Ça faisait beaucoup de choses. Alors certainement que pour m'en sortir, parce que j'avais envie de m'en sortir, si vous me demandez pourquoi, j'en sais rien. Je ne voulais pas continuer à vivre dans cette condition. Peut-être que le fait de ne pas avoir fait d'études m'a enlevé toute illusion. Il fallait que je me retrousse les manches et que je me débrouille tout seul. Et ça a marché. Et ça a plutôt pas trop mal marché. Oui. Vous voyez, vous dites que vous avez réussi. Pour le moment. Ouais. Rapidement ici, ce que je trouve intéressant, c'est la contextualisation qui a été faite par le présentateur et je le remercie vraiment. Il recontextualise le cadre dans lequel François Pinault a finalement, j'ai envie de te dire, entrepris. Et je pense effectivement qu'il ne faut pas ôter ce cadre à sa situation. Ce que j'essaye de te dire, et c'est ce que tu dois en tirer, parce que peu importe après les analyses qu'on peut faire d'une élocution comme celle qu'on vient d'entendre, ce qui compte pour toi, c'est que le contexte t'influence. Son contexte faisait qu'il ne voulait pas, qu'il ne supportait pas, c'est ses termes, et c'est important, sa condition. Et il voulait en sortir. Il n'y avait pas de revanche, il n'y avait pas tout ce qu'on peut prêter à quelqu'un, il y avait juste une condition X et une personne qui voulait en sortir. Ce qui veut dire que, pour toi qui écoutes, tu dois soigner ton contexte. C'est vraiment très, très important. Donc, soigne ton contexte pour passer à la vitesse supérieure. Bonjour Monsieur Pinault, je suis très heureux de la réponse que vous avez donnée
à propos de la réussite. Et je pense que vous avez vraiment réussi parce que vous pensez que vous n'avez pas réussi. C'est pas paradoxal, mais c'est vrai. Parce que la réussite, c'est d'abord la continuation et c'est toujours en avant. Alors je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à la concurrence, qui elle aussi a peut-être le même projet que vous et qui est naturellement à la fois votre ennemi et peut-être aussi votre aiguillon. Alors si vous avez quelque chose à dire, je serais très heureux. Je m'appelle Michel Fargeau. Merci monsieur. Ben, la concurrence, je parlais tout à l'heure de vigilance. Il ne faut jamais la sous-estimer. Il faut la respecter, parce que ce sont des concurrents. Il faut avoir un esprit un peu sportif, mais avec la volonté qu'ont les sportifs de gagner la partie. Mais il ne faut jamais la sous-estimer, même si au départ elle paraît sous-dimensionnée par rapport à la taille de vos entreprises. Et puis être toujours d'extrême vigilance. Mais la vigilance, c'est une attitude permanente dans la vie de l'entrepreneur. Andy Grove écrit un livre, le créateur d'Intel, disant « Seuls les paranoïaques survivent », c'est vrai? Je le crois, oui, il faut une certaine dose, pas trop parce que ça devient dangereux, mais il faut être extrêmement prudent, méfiant et un peu avoir l'attitude de l'animal sauvage, de l'animal traqué qui dit que s'il se met à découvert, il va se faire tirer dessus et puis qu'il risque d'y passer, quoi. Si vous êtes là bien content, sûr de vous, bien content de votre sort et pensant que rien ne peut vous arriver, vous risquez les pires choses. Donc sans stress, pas de réussite. Ou pas de succès. Sans stress, mais le stress, il faut le maîtriser parce qu'il peut vous tuer, il peut vous annihiler tout esprit de décision. Il faut le doute, il faut écouter, il ne faut pas penser avoir seul la science infuse, il faut avoir savoir poser des questions, savoir écouter, savoir regarder ce qui se passe, mais sans le doute, je crois que c'est très dangereux. On a vu beaucoup de dirigeants de haut niveau qui, à un moment de leur vie, se croient invulnérables. C'est à ce moment-là que tous les dangers arrivent. Ici, tu dois apprécier toute la subtilité qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Toute la subtilité qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Cette espèce finalement de fil sur lequel il faut marcher en funambule avec un équilibre vraiment au cordeau, c'est le cas de le dire, entre, comme il le dit lui-même, le stress qu'il faut conserver et percevoir en permanence et l'assurance pour pouvoir continuer d'avancer. La question était déjà au départ très bien posée. J'adore parce qu'effectivement, la concurrence est un vrai sujet. La réponse, avec bien évidemment le respect, est à la hauteur de la personne qui est en train de nous parler. Et en même temps, il faut comprendre ce qu'il est en train de dire, ce côté un petit peu animal sauvage et ce rapport finalement de vie et de mort qu'il peut y avoir en permanence sur les entreprises. Il faut comprendre une chose. Et ce que je vais te dire là n'est pas valable que pour les sociétés. Ici, on parle d'entreprise, mais c'est valable pour toi, moi, en tant que personne. C'est valable pour tout le monde. Il faut comprendre que c'est très rapide de perdre de l'argent. Ça va beaucoup plus vite. En fait, perdre, c'est beaucoup plus rapide que gagner. Gagner, c'est beaucoup plus dur, plus long et ça demande plus d'efforts que de perdre. Perdre, en fait, on sait tous perdre. Parce que perdre, c'est facile, c'est rapide et ça va très vite. Et la vigilance dont il fait état ici, elle est proportionnelle à la vitesse à laquelle tu peux vite te retrouver dans l'extrême opposé. Et d'ailleurs, ça nous amène sur justement la raison pour laquelle il se comporte de la sorte, c'est parce qu'il sait. Il se comporte ainsi et il a conscience de tout ça parce qu'il a conscience de là d'où il vient, de la difficulté et de la vitesse à laquelle tout ça peut arriver. Et donc, comme il a conscience de ces éléments-là, il est doublement vigilant. Et en vérité, si tu as peur de te lancer, si tu as peur de plein de choses, notamment de l'échec, parce que c'est ce dont on a le plus peur en France, c'est une erreur parce que c'est grâce aux échecs qu'il a vécu, qu'il a compris cette leçon. Et si aujourd'hui il l'a retranscrit de la manière dont il le fait là, c'est bien parce qu'il a eu des difficultés, c'est bien parce qu'il a pu mesurer justement l'impact que ça peut avoir dans la vie d'un entrepreneur, qu'il y est très 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 attentif et qu'il fait attention aux moindres faux pas. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on perçoit les erreurs à cette échelle-là, qu'on les perçoit comme quelque chose de catastrophique, parce que les personnes qui s'y sont confrontées nous mettent en garde, mais dans une démarche bienveillante,
mais ils sont obligés de le faire parce qu'ils en connaissent la mesure. Et toi, ce que tu dois comprendre, et c'est ça qui est très dur dans cette situation, c'est que tu n'en comprendras réellement la mesure qu'une fois que tu y seras confronté. Ce qui veut dire que, pour que tu comprennes bien ce qu'est en train de dire François Pinault, il va falloir que tu te plantes. Et c'est là que ça devient difficile parce que tu n'en as pas envie, mais tu vas devoir le faire. Et de la même façon qu'il expliquait que c'est un étrange équilibre finalement entre la confiance et le stress, il va falloir que toi aussi tu acceptes que tu vas te planter et que ces erreurs que tu vas commettre sont vitales et nécessaires à l'avancement de tes projets. Et c'est pas facile. C'est même très difficile parce que justement tu n'en as pas envie, mais tu as envie du résultat. Donc si tu veux réellement atteindre des sommets, il va falloir accepter que l'échec fasse partie de l'équation de la réussite. J'adore cette phrase, on aura l'occasion un jour d'en reparler. Patrick Magnéto. Bonjour Monsieur Pinault, Antoine Brachet, je suis étudiant à l'ESCP EAP. Alors j'ai bien aimé ce que vous aviez dit en introduction aussi sur la réussite et le fait qu'il ne fallait pas confondre le succès avec autre chose. En fait, ma question, elle est au sujet de cette valeur. Il y a deux valeurs. La première, c'est celle autour duquel tourne ce débat, qui est celui de l'entrepreneuriat. L'autre valeur, c'est celle du succès. Je pense qu'on a peut-être parfois tendance à intervertir ces deux valeurs ou à ne pas les relier comme il faut. Moi, je fais partie d'un système, comme tous les étudiants qui vous posent des questions, qui est un système éducatif supérieur, dans lequel on ne nous donne pas forcément l'envie d'entreprendre. La question que je vais vous poser à ce sujet, elle est simple, c'est est-ce que vous pensez que le système éducatif français peut nous pousser à l'entrepreneuriat, ou alors qu'il est victime de trop de défauts et que ça ne serait pas possible? Voilà, je vous remercie. Le système éducatif français n'est pas un système qui est fait pour empêcher ou pour faire hésiter des jeunes à entreprendre. Tous les prétextes sont bons pour ne pas entreprendre, je crois. Quand on a envie d'entreprendre, on peut trouver tous les matins une bonne raison de décaler au lendemain ou à la semaine suivante la décision. Quand j'étais plus jeune, je faisais du jogging. Et quand j'avais la flemme, le matin, je mettais le nez à la fenêtre. S'il y avait un peu de pluie ou un peu de froid, je dis « Oh là là, ce matin, j'y vais pas ». Créer une entreprise, c'est la même chose. Ça n'est jamais le bon moment parce que vous pouvez avoir un contexte économique qui ne se prête pas à cette décision. Il peut y avoir un contexte international comme aujourd'hui qui ne se prête pas à une décision. Il peut y avoir toujours de bonnes raisons de reculer la décision. Donc je crois que c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Et quel que soit le système éducatif français ou autre, je crois qu'il est adapté aussi bien que les autres à la création d'entreprises, en tout cas à l'envie d'entreprendre. Et voilà. Merde, tu l'as pris la claque dans la figure. J'avais pas tout écouté de l'interview, il y avait des passages, je me réserve toujours des moments un peu où je me lâche, tu vois. Et là, ça me fait plaisir parce qu'après t'avoir pris la tête sur tout le début de l'émission, là, c'est lui carrément qui te dit ce que je t'ai dit. Il n'y a que des bonnes raisons de ne pas entreprendre, il n'y a pas de raison d'entreprendre. Et ce qui me fascine, depuis que je me suis lancé dans les podcastings, ça fait une paire d'années maintenant, et que j'analyse donc du coup des reportages, il faut que tu comprennes que toute la chaîne est dédiée à ça, donc tu as vraiment un choix énorme. Je te laisse naviguer, tu verras, à part au tout début où j'avais commencé en mode un peu comme je faisais avant, mais très rapidement j'ai basculé là-dessus. Bref, ce qui me fascine, mais vraiment de plus en plus, je ne sais pas si tu remarques, là on est en 2002, et il fait une remarque, il dit « Comme actuellement le contexte n'est pas favorable ». À chaque fois que j'écoute un reportage, peu importe la nature, c'est jamais le bon moment, ça va toujours mal. À croire que les médias ne vivent que du négativisme. En fait, tout est négatif avec eux. Donc c'est pour ça que je me suis coupé d'eux parce que franchement, je vis vraiment mieux sans tous ces gens. Je parle des médias. Là, après, je choisis mes reportages. Tu vois, il y a des bons reportages comme ça. Enfin, c'est pas un reportage, c'est une interview. Enfin bref, tu m'as compris. Bref. C'est toujours négatif. Ça va jamais, mais ça ira jamais. Et comme il dit, c'est jamais le bon moment de toute façon dans ta vie. Et son exemple du jogging, oh là là, mais que dire ? Mais que dire à un moment donné, et d'ailleurs il le dit, à un moment donné j'ai fait du jogging, sous-entendu j'ai arrêté, parce que j'ai trouvé toutes les raisons d'arrêter. Moi actuellement j'ai repris le sport, je me tiens à continuer le sport. D'ailleurs je vais te donner publiquement une astuce que j'utilise qui me fait mourir de rire, qui a fait beaucoup rire la dernière fois le père d'un ami qui est prof de sport. Il m'a dit comment tu as fait pour retrouver la motivation. J'ai dit c'est vachement simple, je me lave plus qu'à la salle. Alors il s'est mis à rigoler, il m'a dit comment ça? J'ai dit écoute c'est simple, en fait je me suis mis une règle dans ma tête, c'est que j'avais le droit de me laver qu'après ma séance de sport. Ce qui fait que si en gros je vais pas à la salle de sport, je me lave pas de la journée. Alors c'est ballot parce que j'ai quand même envie de me laver, donc du coup je suis obligé d'aller à la salle si je veux me laver, donc du coup je me débrouille avec ça. Et je te jure que je tiens cette contrainte dans ma vie et que ça marche diablement bien parce que j'ai envie de me laver en fait. Tu vois, je suis un mec propre quand même, je te rassure. Jusque-là, je me lave tous les jours. Mais du coup, j'ai le droit de me laver qu'à la salle. Et du coup, comme je fais ça, je suis obligé d'y aller. Et du coup, je fais du sport. Et en fait, c'est ce qu'il dit. En vrai, si tu as pris une décision, tu trouveras toutes les bonnes raisons de le faire. Et quand tu n'as pas les bonnes raisons, quand tu les trouves pas comme moi, tu vas l'inventer.
Et comme ça, quand tu l'auras inventé, prends ma technique. C'est tout simple. T'as qu'à te dire, regarde, tu sais quoi, je vais te donner une technique que moi, si j'étais un flemmard de l'entrepreneuriat, c'est que j'utiliserais. Je me dirais, je prends plus d'argent sur mon compte si tout l'argent que je gagne ne vient pas de la création de ma boîte. Et là, tu vois, tout de suite, je serais dans le caca. C'est le cas de le dire. Et là, du coup, je me contraindrais à gagner de l'argent autrement. Et je prendrais que cet argent pour vivre. Et là, du coup, ça me mettrait, tu vois, dans l'obligation d'entreprendre pour avoir du fric. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que tu as le droit. Et c'est ça que je veux te dire et que tu dois retenir de ce passage. Tu as le droit d'avoir la flemme. Tu as le droit de ne pas avoir envie. Tu peux t'assurer qu'il y a des jours où je n'ai pas envie. Mais en vrai, on est tous fait pareil. Et ces jours-là, c'est à moi, c'est mon travail de trouver les mots, de trouver la motivation en moi, de trouver les raisons qui font que je vais quand même faire. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas raté un seul podcast et ça va faire plus d'1 an que je n'ai pas raté un seul rendez-vous des podcasts parce que je m'oblige. Et crois-moi, c'est pas tout le temps facile. J'ai un autre travail à côté, je gère mon patrimoine, je gère aussi l'agence avec Jérôme, je gère tout ce qu'il y a à gérer avec Internet, je gère aussi les travaux sur l'immobilier qu'on peut avoir à côté. Enfin, je veux dire, du travail, j'en manque pas. Mais à un moment donné, il faut savoir se contraindre. C'est sous la contrainte que va naître les habitudes. Et c'est dans les habitudes que va naître l'amour du travail bien fait. Et c'est là que tu vas commencer à rentrer dans un cercle positif, un cercle vertueux qui va t'amener vers de nouvelles choses. Et le nouveau est la clé de plus d'argent, de plus de résultats, de plus de rencontres et de plus de plein de choses. Le plus est dans le nouveau. Crée de la nouveauté dans ta vie. Ne reste pas là, assis dans ton quotidien morose. Rajoute-toi du travail. Crée-toi une nouvelle activité à côté. Tu peux pas, c'est pas grave. Travaille le soir jusqu'à 11h au lieu de regarder la télé. Tu peux pas, réveille-toi plus tôt. Tu peux pas, travaille le dimanche matin. Et si tu peux pas, c'est que tu veux pas à un moment donné. C'est ce qu'ils viennent t'expliquer. Si tu n'as pas compris, réécoute. Si tu n'as toujours pas compris, désabonne-toi. On n'a plus rien à faire ensemble. Comment est-ce que vous jugez les gens qui sont autour de vous quand vous les embauchez? Le premier, le deuxième, le troisième siècle. Est-ce que vous voyez les jeunes qui viennent chez vous? Comment est-ce que vous les sélectionnez? Est-ce que vous êtes très attentif au diplôme? Vous êtes entouré de gens qui sont tous très largement parcheminés? Oui. Avec tout ce qu'il faut comme diplôme mais d'aucuns ne sont pas parcheminés, ils sont sur le terrain, vous les connaissez moins, mais ils font aussi un travail extraordinaire. Alors, est-ce que vous les recrutez vous-même? Est-ce que vous participez à des entretiens? Comment est-ce que ça se passe? Il y a un groupe d'une certaine taille, il y a forcément une méthode qui se met en place, mais bon nombre de mes collaborateurs et les principaux, je les ai recrutés moi-même par des entretiens, quelquefois très rapides. Patricia Barbizet, qui est ici dans cette salle, l'entretien a dû dire, elle dit quelquefois moins de 10 minutes, elle exagère, ça a dû être un petit quart d'heure, mais c'est comme ça que je l'ai recruté. Ouais. Mais c'est un peu à l'instinct et en observant l'attitude des personnes que j'ai en face de moi. Vous jugez très vite? Je juge assez vite et ma première impression est souvent la bonne. Donc vous changez rarement d'avis sur les gens? Quand je me suis trompé dans des recrutements, c'est en me mettant laissé influencer par des avis qui ne correspondaient pas à ma première impression, je me suis planté. Vous voyez, j'essaie de d'attacher une importance à ma première impression. Est-ce que vous changez parfois d'avis sur les gens? Ah oui, parce qu'il arrive qu'ils évoluent dans le mauvais sens. Donc, mais pas dans l'autre sens. D'un mauvais avis, vous ne le transformez jamais en avis favorable? Première impression, non, pratiquement jamais, non. Là, c'est très intéressant, ça vient confirmer ce qu'on a dit beaucoup plus tôt dans l'émission. Il y a 2 mots qui m'ont vraiment interpellé dans sa bouche. Le premier, c'est méthode et après instinct. Pour moi, c'est 2 choses qui vont absolument pas ensemble, bien que comme quoi, tu vois, les paradoxes sont vraiment les meilleurs mariages. Ici, on a quelqu'un qui t'explique que finalement, il fait énormément confiance en son instinct et que quand il ne le suit pas, mais finalement, c'est là où il se plante. Et à l'inverse, il dit quand j'ai un groupement de personnes, il y a quand même une méthode qui se met en place et à partir de là, on se met en marche. Mais au demeurant, moi, il y a quelque chose que je veux quand même souligner qui est hyper important. On sent une considération générale pour tout le monde et peu importe les origines, peu importe tout un tas d'éléments dans la mesure où il y a une affinité qui se crée. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que on voit que c'est quelqu'un qui, il a un jugement sur les humains. Alors, on l'a déjà vu dans la première analyse. À mon avis, c'est dû à la guerre et ça doit transformer le rapport à l'autre. Ça, c'est quelque chose malheureusement sur lequel je n'ai aucune expérience et dont je ne peux pas parler. Mais ce que je peux te dire, pour avoir vécu dans ma vie 2-3 situations un peu incongrues, c'est vrai qu'il y a peu de gens sur lesquels tu peux compter. Et il y a des personnes, quand il y a des problèmes, souvent tu te retournes et en fait, ils ne sont plus là. Tu es seul devant les problèmes. La vérité, c'est que, comme on l'a vu encore une fois dans l'émission précédente, que je t'invite vraiment à avoir écouté avant d'écouter celle-ci,
C'est quelqu'un qui a besoin de savoir que s'il va dans la jungle, il peut compter sur la personne avec qui il est. Et comme l'entrepreneuriat, c'est comme la jungle, comme la guerre, enfin, ramène ça à ce que tu veux, c'est compréhensible qu'on ait quelqu'un en face de nous qui nous tienne ce genre de propos. Après, on ne va pas se mentir, c'est très difficile, l'humain, parce que se forger une opinion sur des gens dans un temps imparti, dans des conditions particulières, qui est que la personne en face de toi a besoin de ce que toi tu offres, parce que lui c'est un chef d'entreprise, donc il offre un emploi et les personnes qui le reçoivent cherchent un emploi, on est dans une configuration particulière et il faut avoir l'œil. On a ici quelqu'un qui a cette capacité, tant mieux pour lui. Moi je suis assez fasciné de voir ce genre de profil. J'ai un petit peu perdu le regard en ce qui me concerne sur les gens. 10 années de gestion locative, mais ce n'est pas une excuse, hein. Je pense que ça pourrait revenir. Il faudrait que je me replonge là-dedans. Peut-être que dans les années qui arrivent, je vais devoir m'y replonger, parce que si on fait des recrutements, j'ai jamais été très bon en recrutement en ce qui me concerne. Enfin, quand moi j'étais en recrutement pour avoir un emploi, d'ailleurs j'ai jamais réussi à avoir d'emploi. Si tu as lu mon livre, tu le sais. Devenir riche sans argent, hein, au passage. Mais si tu ne l'as pas lu, ben voilà, j'ai jamais réussi à trouver un emploi. Et très souvent, quand j'en avais vraiment besoin, ben, je ne trouvais pas. Et je trouve que c'est un exercice personnellement que je trouve très 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 difficile. Et là, quand il me parle de méthode et d'instinct, ce n'est pas des chefs d'entreprise auxquels j'ai eu affaire. Et je serais curieux d'ailleurs de passer un entretien avec lui, parce que quand il te dit en moins de 15 minutes je l'ai embauché, j'aurais aimé d'ailleurs dans cette interview avoir plus de détails. Je pense qu'il ne doit pas forcément les fournir quand on lui pose la question. On va voir sur la suite de ce qui va lui être demandé. Mais j'aimerais voir quels sont les éléments qui lui permettent de déceler chez l'autre une quelconque qualité et ou défaut. Au demeurant, je pense qu'on n'en saura pas plus. Magnéto Patrick. Bonjour Monsieur Pinault. Bonjour, Bonjour. je suis Céline Astruc de l'École Centrale Paris. Donc moi j'aimerais savoir si vous ne pensez pas qu'il est plus difficile de créer son entreprise aujourd'hui plutôt que quand vous aviez commencé à bâtir votre empire, et que cela est d'autant plus vrai sans diplôme aujourd'hui. Merci. Je donne une impression comme ça, je pense que c'est probablement plus difficile parce que la compétition par rapport au début des années 60 est plus grande dans tous les secteurs, mais ça n'est certainement pas impossible, parce que là aussi, quand j'ai créé mon entreprise, le marché était un marché local ou régional. Aujourd'hui, le marché, c'est le monde, et si on a une bonne idée, si on a un produit, si on est déterminé, je crois qu'on peut s'attaquer sérieusement à un champ d'action beaucoup plus vaste. Et je suis convaincu que c'est d'abord encore possible, peut-être un peu plus difficile qu'à l'époque, mais pas tellement plus. C'est une question de détermination, de volonté et d'audace. J'adore cette question parce que la réponse est liée à la perspective. Alors, je vais te recontextualiser l'époque, c'est vraiment très important. On est à l'éclatement de la bulle Internet. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as entendu que le contexte était difficile. Et ce qui est encore plus amusant, c'est que Pinault, à ce moment-là, a quand même un gros empire financier sous ses pieds, sous son fauteuil. Vois ça comme tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que lui aujourd'hui, il raisonne déjà en fait finalement au niveau du monde, alors que la fille qui lui pose la question, elle raisonne, bon, je vais y arriver, au niveau régional. Et justement, sa remarque, elle est très amusante parce qu'il dit, en fait, en gros, malgré le fait que Internet est dévissé à ce moment-là et que c'est peut-être plus l'endroit où il faut se trouver, il a déjà le pressentiment, alors qu'il est en train de quitter aussi le monde des affaires, qu'il va y avoir une forme d'accélération liée à toute cette interconnexion du monde. C'était l'époque où on parlait encore beaucoup de la mondialisation. On en parle depuis des années, mais là, c'était en train de s'accélérer, de s'amorcer au niveau de l'accélération. Il est tout à fait logique qu'à son niveau à lui, il ait une vision de la mondialisation beaucoup plus précise qu'au niveau où les personnes se situent en face de lui. C'est cette fille et les autres qui posent des questions. Et ce qui nous amène à un élément très très intéressant, c'est que toi, à ton époque actuelle, quel est le domaine dans lequel tu penses qu'il y a de l'avenir et dans lequel tu n'es pas encore présent? Ce que j'essaie de t'expliquer et qui est très drôle, c'est que là, il est en train de lui dire, tu as quand même accès au monde, même si Internet aujourd'hui, c'est un petit peu l'hécatombe. Tu peux quand même, par ce vecteur-là, accéder directement au monde, ce que moi, je ne pouvais pas à l'époque. Donc, si tu as, alors il a dit la bonne idée, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais ce n'est pas très important. Si tu as en tout cas un concept à promouvoir qui peut se diffuser à l'échelle du monde, tu peux le faire. Et c'est marrant
de voir la différence de perspective. La question, elle est posée presque en mode « Vous croyez que… donne-moi la permission, est-ce que tu penses que je peux le faire ?» Et lui, il te dit « Mais bien sûr, juste vise grand. » Et c'est marrant parce que il y a de fortes chances pour que la personne qui ait reçu le conseil de François Pinault se soit dit « Oui, mais lui, il me dit ça de par sa position, qu'elle s'imagine qu'il faille… » plus d'argent, plus de contacts, plus de ceci, plus de cela, alors que dans la tête de François Pinault, il ne faut rien du tout. En fait, si tu vois les choses sous l'angle des grands entrepreneurs, tu te rends compte qu'ils auraient fait exactement la même chose dans n'importe quel contexte qui se soit présenté à eux, comme il l'a déjà dit à plusieurs reprises dans cette interview. Et ce qui nous amène sur un élément intéressant, c'est que la vie n'est qu'une question de perspective. Et que là, quand elle pose cette question à François Pinault, ce n'est pas vraiment une question. C'est deux mondes qui s'entrechoquent, c'est deux visions du monde qui s'opposent et dont l'une ne perçoit pas du tout, mais alors du tout la même chose que l'autre. La vraie question qui se cache derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui fait que François Pinault voit des opportunités mondiales à ce moment-là et cette jeune fille ne les voit pas. Qu'est-ce que fait François Pinault dans son quotidien ou qu'est-ce qu'il ne fait pas qui lui permet de se dire tu peux attaquer le monde, vas-y fais-le. Et qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas cette fille qui lui fait dire vous croyez que je peux créer une boîte ? C'est rigolo de voir ça en fait parce que ça doit t'en dire long sur ta situation à toi en fait. Par exemple, tu écoutes moi, tu sais que j'écoute pas la télé, j'écoute pas la radio. Pour autant, si on avait une discussion en face, tu n'aurais pas l'impression que je suis un mec désinformé. Je suis au courant de beaucoup de choses. Mais je ne prends que les informations qui me sont utiles et je n'utilise de l'information que pour aller là où j'ai besoin d'aller. Ça veut dire que je suis très efficient dans mes actions. Je ne pose que des actions sur des éléments qui me permettent d'atteindre mon objectif. Donc, je n'ai pas de fioriture, je n'ai pas de brouhaha dans ma vie qui m'empêche d'avancer. J'avance. Encore une fois, ça aura été vraiment le leitmotiv de cette émission-là. Qu'est-ce qui te coince ? Mais surtout, qu'est-ce qui te permet d'avancer à la hauteur de tes ambitions ? Ça va de soi. On a beaucoup dit que la bulle Internet, le phénomène Internet avec l'irruption par centaines, par milliers parfois de startups avait beaucoup fait pour développer l'esprit créatif et l'esprit d'entreprendre. Vous pensez que oui, c'était vrai et que ça reste ou est-ce que l'éclatement de la bulle a fait exploser cette envie d'entreprendre ? C'est vrai qu'il y a eu énormément d'entreprises et de jeunes entreprises qui sont créées dans le secteur d'Internet. Il y a eu d'énormes déceptions et désillusions, j'imagine, avec toutes ces aventures malheureuses. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer, essayer d'attaquer, d'entreprendre dans d'autres secteurs ou dans ces secteurs-là avec d'autres méthodes. Ce n'est pas parce qu'on a subi un échec qu'il faut arrêter. Au contraire, vous savez, ce qu'on appelle la réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne, et c'est pas autre chose. Donc, si vous avez été dans le secteur Internet, que vous êtes planté, continuez, faites autre chose, mais recommencez. Ça vous est arrivé ? Non. À vous, très tôt ? Je veux dire, non, pas forcément Internet, dans Internet, non. Mais des échecs. Pas par mérite, mais j'y comprenais rien. C'est l'avantage d'avoir pas fait d'études, je ne comprenais pas comment ça marchait, donc je n'ai pas investi dans Internet. Je n'investis jamais dans les secteurs où je ne comprends pas. C'est une règle. C'est la règle que suit Warren Buffett, le grand financier américain. 2 points essentiels qui sont dits ici et que je me dois de souligner tellement c'est énorme. Le premier, bien évidemment, c'est la recette du succès et ça tient dans le mot recommencer. Il a dit, le succès, ce n'est que la force avec laquelle tu vas recommencer un assemblement jusqu'à ce que ça marche. Ça veut dire qu'il va te falloir un petit peu de détermination, beaucoup de tête dure et aussi la capacité à oui, c'est ça, remettre en cause, je te l'ai déjà dit, parce que tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Et c'est marrant parce que ça tient à ça en fait. Donc déjà, passer à l'action, bien évidemment, et ensuite, non content de passer à l'action, recommencer en cas d'échec. Autre élément hyper intéressant, je n'investis pas dans les secteurs que je ne comprends pas, un peu comme Warren Buffett. Alors, moi, comment je vais dire ? Moi, je vais quand même modérer ses propos parce qu'il s'est lancé dans des domaines, certes qu'il comprenait, mais qu'il ne connaissait pas.
Et on l'a vu dans la première émission, il a cette capacité finalement à s'engager sur des domaines même dans lesquels il n'a aucune compétence, dans la mesure où il y a un minimum de compréhension de sa part. Moi, je dirais que en ce qui le concerne, il y a besoin d'un minimum de compréhension de sa part pour qu'il puisse s'engager. Et c'est ça qui est intéressant parce que il y a de grandes chances, toi qui m'écoutes, que tu attendes d'avoir de larges connaissances sur un domaine pour pouvoir passer à l'action. Or là, on est en train d'écouter un milliardaire, et pas des moindres, qui part de rien et qui t'explique par A plus B que dès qu'il en sait un peu, ça lui suffit pour passer à l'action. Donc ça doit t'amener à réfléchir sur le niveau de connaissance que tu considères suffisant et viable pour t'engager dans un domaine. Il y a de grandes chances, et je dis bien qu'il y a de grandes chances, que tu t'imagines, ou qu'en tout cas, tu te crées une montagne de quelque chose qui n'en soit pas une. C'est-à-dire que le niveau que tu espères atteindre pour pouvoir agir est à mon avis bien largement supérieur, bien trop élevé par rapport au niveau nécessaire dont tu as réellement besoin pour agir. Ce qui est marrant parce que ça va venir faire contrebalance avec ton niveau d'ambition. De la même façon que je suis quasiment sûr que tu as un niveau trop élevé d'attente de connaissances pour agir, je suis quasiment certain aussi que ton ambition est beaucoup trop basse. Et tu vois, là, le problème de la plupart des gens, il est là. C'est-à-dire qu'ils attendent d'en savoir beaucoup pour pouvoir agir et en plus, ils ont une ambition trop faible. Il suffirait juste d'inverser. Inverse simplement. Augmente ton ambition, baisse ton niveau d'exigence pour le passage à l'acte et je pense quasiment à 100% que tu es dans la bonne répartition de tes besoins pour agir. Réfléchis-y et dis-moi ce que tu en penses, ça m'intéresse. Je reviens sur cette histoire d'échec. Est-ce qu'au début, lorsque vous avez lancé vos affaires, établissement François Pinault, est-ce que vous avez connu des échecs? Est-ce que vous avez été au bord d'abandonner? Est-ce que vous avez connu le banquier qui vient vous demander des comptes que vous ne pouvez pas lui rendre? J'ai connu beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés, des clients qui vous font crédit qui ne vous payent pas, des échéances que vous avez du mal à honorer, aller tirer la sonnette d'un banquier à qui vous demandez de vous faire confiance. Et vous me posez curieusement la question aujourd'hui, le banquier qui m'a aidé à mon départ, j'étais à Rennes, j'ai appris sa mort ce matin. C'est un homme qui s'appelle René Plechaldou, qui est d'origine auvergnate, qui habitait Aurillac, et j'ai appris à midi moins le quart qu'il était mort. Cet homme-là m'a fait confiance. À un moment, s'il m'avait dit non, bien je fermais la boutique. Et après, il vous a suivi? Et après, il m'a suivi et puis j'ai continué. Mais j'ai j'ai gardé des souvenirs de ces hommes-là qui, ils ont joué de cheval, quoi. Ça ne devait pas être si évident vis-à-vis de leur hiérarchie. J'ai passé ce passage un bon nombre de fois, tellement je le trouve important et tu devrais faire pareil. Premièrement, il y a tout dans ce passage. Il te relate 10 années de galère. Les difficultés bancaires, les difficultés à obtenir un financement, le fait que c'était pas facile pour lui tout le temps au quotidien. Ça a été dit avec, comment je vais dire ça? Il a dit ça très rapidement, avec de la pudeur et pourtant, on sent toute la difficulté. Il y a un autre élément que je trouve très important et que je me dois de souligner, c'est que ce banquier, il en parle quasiment tout le temps. C'est quelqu'un qui a de la reconnaissance, qui sait d'où il vient, qui sait dire les choses. C'est pas donné à tout le monde ça aujourd'hui. Moi aussi, et dans mon livre tu le verras, j'ai noté à la fin des banquiers qui m'ont aidé, même si certaines histoires se sont finies bien et d'autres mal. Dans tous les cas, il faut savoir reconnaître d'où on vient. Et crois-moi, la banque, la rencontre, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est difficile. Et parfois, j'ai rencontré des banquiers que j'ai adorés et ils m'ont annoncé leur départ derrière. Et qu'est-ce que tu veux dire à ces personnes-là? Tu vas pas leur dire que tu es déçu, tu es content pour elles parce qu'eux aussi ont le droit de vivre leur vie. Mais là où je t'emmène, et c'est là où je veux en venir, c'est que tu n'y arriveras pas seul. Ne rêve pas, tu n'y arriveras pas seul. Et il n'a pas réussi seul, cet homme-là. Cet homme-là, il s'est construit un empire en générant autour de lui tout un tas de sentiments pour les personnes qui ont travaillé avec lui, qui ont été la confiance, l'honneur, le respect, des valeurs qui n'existent plus aujourd'hui. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien pour que les personnes qui interagissent avec toi ressentent ces valeurs au travers de toutes les actions que tu mènes? Est-ce que seulement tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience que tu véhicules une image à ton insu et qu'il vaut mieux que l'image que tu véhicules ce soit la même que celle de François Pinault que toute autre image que tu puisses imaginer?
Réfléchis-y, parce que tu vas voir, c'est important. Et surtout, j'ai coupé le passage en plein milieu, ça n'est pas fini, il a d'autres choses à dire, au moins autant importantes. Vous êtes fidèle dans les affaires? Je crois, oui. C'est Et, important. et la ceux à fidélité. qui vous le dites pensent aussi que vous êtes fidèle? Je le crois, oui. C'est important. C'est très important pour moi, oui. La parole donnée, l'attitude des uns et des autres, c'est très important. Et pourtant, vous avez la réputation d'être dur en affaires. Oui, on dit ça, que je suis dur en affaires. le dit, oui. Mais je vais vous dire pourquoi. Je n'ai jamais eu les moyens d'être tendre. Pour être tendre en affaires, il faut être très riche ou le faire avec l'argent des autres. Vous savez, dans une organisation, quand vous êtes au sommet d'une organisation, vous passez votre temps à dire non. Et forcément, on dit il est dur, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu les moyens d'être généreux. Parce que c'est ça, la rigueur fait partie aussi de l'entreprise. C'est plus difficile de dire non quand on est un patron? Ah, le plus difficile, c'est de dire non, bien évidemment. Oui. Le plus simple, c'est de dire oui à tout, mais vous allez tout droit Oui, vers... mais. On peut dire oui, mais. On peut dire oui, mais pour gagner du temps. Ouais. Si vous voulez. Et un jour, il faut dire non. Voilà. Et franchement, regarde l'interview, surtout la première partie, parce que quand il lui dit, on dit que vous êtes dur en affaires, il lui a mis la pièce. Tu vois à son regard que ça y est, là, il est parti, le mec. Et tu sens, hein, il y a une force d'un coup qui est traversée, traverse l'écran, qui traverse la voix, qui traverse le regard. Surtout son regard, il a un regard vraiment impressionnant. Franchement, si tu dois regarder un passage de cette vidéo, regarde celui-là. C'est vraiment impressionnant. La phrase, elle a été prise et reprise. Je n'ai pas les moyens d'être tendre. Je n'ai jamais été assez riche pour me permettre d'être généreux. C'est d'une réalité implacable. Mais pourtant, c'est la réalité. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être gentil. Le monde des affaires, ce n'est pas un monde sympa. Il va falloir faire des concessions, il va falloir dire non, il va falloir dire oui, il va falloir avancer. Et plus tu tardes, plus c'est dur. Ceci étant, ça me ramène au début de ce passage aussi qui est mythique pour moi, quand il dit « Je crois être fidèle ». Et là, je vais te poser une question directe. Est-ce que tu es fidèle? Oui, je suis en train de te poser cette question. Est-ce que tu es un homme fidèle? Est-ce que tu es fidèle avec ta femme, envers ta famille? Est-ce que tu es une personne fidèle? Parce que la fidélité, ça se travaille. Si dans ton quotidien, tu es quelqu'un d'infidèle, tu seras infidèle dans les affaires. Si tu es infidèle dans les affaires, tu n'es pas un homme d'affaires. Tu n'es pas un homme d'affaires, tu es un mercenaire. Et qu'est-ce que ce sont les mercenaires? C'est de la chair à canon. On les paye pour les envoyer où on veut qu'ils aillent. Alors certes, il y a des mercenaires qui gagnent bien leur vie parce qu'ils ont une haute valeur ajoutée, mais un mercenaire, ça reste un mercenaire. La particularité d'un mercenaire, c'est que ça n'est personne. Si tu veux être personne, tu es infidèle. Si tu veux être quelqu'un, sois fidèle. Ça, c'est une valeur centrale, fondamentale. Je ne peux pas te l'apprendre. Je te le montre, mais je ne peux pas te l'apprendre. Si tu es infidèle, ce n'est pas une fatalité. Tu es infidèle, c'est comme ça. Tu as le droit. Moi, je m'en fous. Mais en toute sincérité, tu n'arriveras à rien dans ta vie. Tu n'arriveras à rien dans ta vie. Parce que, et là, je vais être très vulgaire. Donc, si tu as tes enfants, fais-leur boucher les oreilles, mais si tu te comportes comme une pauvre merde avec ta famille, viens pas pleurer parce qu'après les gens se comportent comme des pauvres merdes avec toi. Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Mais point à la ligne. Il n'y a même pas de discussion. 2-3 fois dans ma vie, ma femme a essayé d'avoir une discussion avec moi devant des gens en voulant me mettre mal à l'aise parce qu'elle a essayé de sous-entendre qu'il y avait des gens qui me draguaient. Mais comme j'ai dit, hop, je t'arrête. Si tu as un problème avec les autres, c'est ton problème. Mais moi, il n'y a personne qui a les moyens de m'avoir à part toi. Point. Ce n'est pas discutable en fait. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Je ne suis pas accessible pour n'importe quelle femme qui existe sur cette planète. Point, c'est tout, c'est comme ça. Je m'en fous du reste en fait. Ce n'est pas mon problème en fait, c'est le problème des autres. Mais toi par contre, toi oui, et que tu sois une femme ou un homme, c'est pareil, je m'adresse à toi. Si tu n'es pas capable d'être fidèle, tu es capable de rien en fait. Parce que ça commence par là. Il ne faut pas que tu crois qu'en fait ce dont il est en train de te parler, c'est quelque chose de facile. Ça n'est pas facile de faire des affaires. Mais par contre, si tu organises ta vie, si tu fais que ton quotidien en permanence est articulé pour que tout ce que tu fais emmène le résultat que tu convoites de ta vie privée à ta vie professionnelle, alors tu obtiendras les résultats que tu veux. Après, moi, je te le dis, et puis tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème, je m'en lave les mains en fait. Tu es seul avec toi-même, mais tu l'auras entendu. Il y aura au moins une personne une fois dans ta vie qui te l'aura dit.
et il ne faudra pas venir pleurer. Si un jour, à l'orée de tes 50 ans, tu es passé à côté de toutes tes ambitions, de tous tes objectifs et à côté de ta vie, il ne faudra pas venir pleurer parce que tu auras été infidèle, tu n'auras pas été quelqu'un de confiance, tu n'auras pas eu des bons comportements, etc., etc. Donc je te l'ai dit, et puis maintenant, fais ce qu'il faut ou ne le fais pas. Mais si tu ne le fais pas, tu pleures pas. Une question sur le poids de l'État. C'est Bonjour vous? Monsieur Pinault, Pavel Mikonin, je suis étudiant à l'école de management de Lyon. Bonjour. Et je voulais avoir votre sentiment sur les difficultés que rencontrent les entrepreneurs actuellement et depuis toujours. Est-ce que l'État, les structures d'accompagnement qui sont souvent citées comme des manques en France, en tout cas en France, on insiste beaucoup de gens insistent sur la difficulté de créer une entreprise en France. Quel regard portez-vous sur l'aide de l'État et des structures d'accompagnement sur la création d'entreprises et à un niveau plus international, est-ce que vous pensez que ce serait plus facile ailleurs? Est-ce que vous-même, vous auriez réussi plus facilement ailleurs? Merci. Je crois savoir que l'État vient de prendre des dispositions pour faciliter la création d'entreprises, et c'est une bonne chose. C'est vrai qu'en France, ça a été jusqu'ici peut-être un peu compliqué, que les choses, la paperasserie qui accompagne la création d'une PME n'est pas simple. Mais là aussi, ce n'est pas une raison pour ne pas y aller, parce que on peut dire pique-pan sur notre pays, sur l'État, sur sa lourdeur, sur sa pesanteur, mais on a la chance de vivre dans un pays développé, dans un pays organisé, avec une administration efficace et qui fonctionne. C'est vrai qu'une fiscalité trop lourde, on le déplore, mais c'est un travail de longue haleine que de l'alléger. Et un pays qui fonctionne, un pays stable, ça compte. Et regardez dans le monde combien il y a de pays comme la France, de zones comme l'Europe, de zones comme les États-Unis, où vous avez une stabilité, vous avez une administration, où tout fonctionne. C'est assez rare et on a la chance d'être dans un pays où ça marche. Alors ne prenez pas non plus le prétexte d'un État qui vous aide pas assez, d'un État trop accaparant, d'une fiscalité trop lourde. Il faudra bien qu'un jour la France aligne sa fiscalité sur les autres pays d'Europe plus compétitifs, parce que c'est une question de concurrence, de compétition. Et si notre fiscalité sur le long terme n'était pas adaptée par rapport à ces autres pays développés, notamment d'Europe, on risquerait des délocalisations d'entreprises, comme c'est déjà malheureusement un peu le cas aujourd'hui, notamment vers la Grande-Bretagne, de jeunes entreprises, ou des délocalisations d'entrepreneurs, comme c'est le cas trop souvent de gens qui fortune faite, vont vivre à l'étranger. Mais je suis convaincu qu'un jour tout cela s'arrangera et que la sagesse de nos dirigeants fera en sorte que nous redevenions sur ce plan-là aussi un pays compétitif. Bon, alors déjà, je vais commencer par souligner un petit détail que tu n'as peut-être pas entendu, que je trouve très drôle. Je te rappelle que François Pinault est le premier à dire qu'il n'a pas eu de hautes études, qu'il n'a pas eu une grande éducation, et pourtant il a employé une expression dont je suis certain que la plupart des gens ne savent pas ce qu'elle veut dire. Il a employé l'expression pique-pan. Donc pique-pan, c'est P-I-S-Q-E-P-E-N-D, donc avec des espaces à chaque fois entre chaque mot. C'est l'expression, en fait, c'est pique-pendre, comme pendre, pendu. Et en fait, c'est dire du mal avec virulence, critiquer quelque chose. Donc quand il dit il ne faut pas pique-pan la France, il ne faut pas la critiquer avec virulence, parce que lui, il oppose en fait la situation fiscale française avec la stabilité française. Et il n'a pas totalement tort. Je te rappelle qu'on est en 2002. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont d'autant plus stables que la France. Est-ce que cet argument est toujours valable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il l'oppose avec ça. Et il remet, et je ne vais pas te ressermonner sur le sujet, il remet sur la table l'excuse de ne pas se lancer à son compte. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Là, c'est pareil. Mon rôle n'est pas de te le dire. Mon rôle n'est pas de le préciser. Moi, ce que j'essaye juste de t'amener ici, c'est qu'effectivement, là où je le rejoins, c'est que quand tu as vraiment envie, tu ne t'arrêtes pas à ça. Et de plus, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit et qui, à mon avis, qu'il ne dira pas, c'est que même si la France est très fiscalisée, il y a quand même des montages en France qui permettent d'alléger la fiscalité. Tu ne la supprimeras pas, tu ne la réduiras pas complètement à néant, mais tu la rendras acceptable. Après, c'est toujours pareil, c'est un problème de volonté, de moyens, d'envie et surtout de vision. On est encore dans quelque chose de subjectif, chacun sa vision. Et la fiscalité, si tu ne fais que la regarder, ça deviendra un problème. Si tu arrêtes de la regarder, ça sera toujours un problème, mais il sera moins présent.
Moi aujourd'hui, je délègue de plus en plus toutes ces parties-là que je faisais à mes débuts. Bien évidemment qu'il y avait des mois où je passais des mauvais mois parce que je faisais des chèques. Maintenant que c'est plus moi qui l'ai fait et que je vois qu'il reste quand même de l'argent sur chacun des mois, l'organisation est en train de se mettre en place. Ça veut dire que tout fonctionne, que les actions que j'ai posées marchent. La vérité, c'est qu'en plus, non seulement ce sont des domaines délégables, mais c'est que tu ne dois pas te concentrer là-dessus. Si tu rentres plus que ce qui sort, tu peux mettre n'importe quoi. Tant qu'on ne te prend pas 100% de ce que tu gagnes, il n'y a pas de problème. La vérité, c'est que tu n'as qu'à faire rentrer plus d'argent et tu verras que les impôts, c'est tout sauf un problème. Je le rejoins. Il y a un moment donné, de toute façon, je vais te dire ce que je dis très souvent. Si tu n'es pas foutu de gagner de l'argent en France, ne va pas croire que tu vas en gagner ailleurs. Tu ne fais que déplacer des problèmes. Commence par gagner de l'argent là où tu es. Quand tu commences à en gagner un peu, tu peux envisager les choses sous un autre angle. Oui, il existe des paradis fiscaux, des avantages dans d'autres pays, mais chaque chose en son temps. Vous avez parfois hésité à aller mettre votre fortune à l'étranger, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, ailleurs? Non, jamais. C'est quelque chose que beaucoup Non. de très grandes fortunes ont fait. C'est vrai, bon, je ne peux pas porter de jugement sur ce qu'ils ont fait, ça les regarde, mais moi je n'ai jamais imaginé aller vivre ailleurs pour une fois fortune faite, si on peut dire ça comme ça, où le patrimoine construit, vous faites votre valise et vous allez vivre ailleurs. Je considère que ce n'est pas juste vis-à-vis de mon pays, ce n'est pas l'attitude que j'ai voulu avoir. Qu'est-ce que vous lui devez à votre pays? De m'avoir permis d'entreprendre, de m'avoir permis d'agir, de créer des entreprises, de les développer, de construire ces entreprises qui aujourd'hui représentent des dizaines de milliers de salariés, de m'exprimer dans toute liberté, très important. Une fois ça réalisé, vous n'avez jamais imaginé une seconde aller ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai pris des dispositions différentes, vous le savez bien. Oui. C'est drôle parce que très souvent, les gens qui sont comme vous, à la fois très riches et encore en activité, c'est-à-dire qui gèrent leurs entreprises, essayent de faire en sorte que le poids de l'État soit dénoncé, allégé, essayent de se battre contre le poids, justement, des structures administratives, de la bureaucratie, de l'État au sens large. Vous pas? Si, je viens de le dire, mais une fois oui, mais avec tellement d'adverbes et une conclusion qui est tellement favorable. Une fois qu'on a dit qu'il faut réduire le poids de l'État, il faut réduire le nombre des fonctionnaires, soit, mais on sait bien que ça ne peut pas se faire en soufflant dessus en quelques années. On est un pays où il y a un équilibre social qui doit exister. On ne peut pas faire une révolution, on ne peut faire que des évolutions. Elles ne peuvent être réalistement que lentes. Alors on peut déplorer que ça avance trop lentement, mais ça se fait, ça se fera, j'en suis convaincu. Et un jour, dans les années qui viennent, la France redeviendra sur ce plan-là compétitif. Il ne faut pas désespérer de notre État, de notre pays tout de même. Ou alors c'est la fin des haricots. Alors créez vos entreprises en Chine, ce serait bien dommage. Il y a de quoi faire là-bas aussi. Il y a de quoi faire, mais enfin c'est pas facile non plus. Vous y faites un peu? On y fait un peu, mais c'est pas facile non plus. Les Chinois ne nous attendent pas. Et ils sont actifs? Ils sont actifs, ils sont pas idiots, ils sont bien formés. Donc, vous savez, Et le commerce, ils connaissent? Ils ont le sens du commerce en plus, oui. Bon, donc c'est très difficile de prendre les marges là où elles sont. Absolument, c'est pas si simple. Je dois avouer, il faut le dire, à ce stade, là, je ne sais pas si c'est un journaliste, je ne sais pas qui est cet homme, mais il est très fort. Bravo, franchement bravo. Échange exceptionnel. Pourrions-nous en avoir encore aujourd'hui de ce niveau-là? Alors bon, ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça, d'1 ans, hein, l'air de rien, hein, selon quand est-ce que tu vas écouter cet épisode. 20 ans se seront écoulés entre, ça me rajeunit pas, tiens, entre cette interview et aujourd'hui. J'avais 20 ans à ce moment-là, c'est comme ça me rajeunit pas. Et franchement, moi je suis bluffé par ce qui vient d'être dit, et c'est marrant parce que, encore une fois, on n'est pas sur quelqu'un qui subit. Et tu vois comment il voit les choses, je trouve qu'on est vraiment dans un contraste avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui à gauche et à droite. Presque, j'ai envie de te dire, ça fait du bien en fait d'entendre ça, parce que il te remet les idées en place. Aujourd'hui, on est à la mode de Dubaï. Moi, je te le dis comme je le pense, hein, j'irai pas vivre à Dubaï. Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis un mec qui craint la chaleur. Oui, déjà, j'habite dans le sud, je sais pas trop comment je fais, mais je crains vraiment très fort la chaleur. Je suis un homme du froid, de l'Est. Donc c'est vrai que je suis plutôt attiré par le froid et la fraîcheur. Donc aller vivre dans un désert, tu peux me sortir tout ce que tu veux, hein, la clim, le machin et les avantages fiscaux, je m'en fous. Je préfère payer des impôts et être au frais que pas payer d'impôts et être au chaud. Parce que la chaleur, je sais pas quoi faire pour m'en protéger. Alors que le froid, c'est très simple pour moi de pas avoir froid en fait. Et c'est même, tu t'imagines même pas à quel point j'ai tout le temps chaud. Mais je vais pas parler de ma vie en fait. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ce qui me fait du bien, c'est d'entendre quelqu'un qui est pas en mode vindicatif envers son pays, bien au contraire.
et qui arrive même à en trouver des bénéfices et qui t'explique que, et c'est intéressant ce qu'il a dit, on ne peut pas faire de révolution, donc on ne peut attendre qu'une évolution et que les évolutions sont lentes. Alors c'est pas vrai non plus, parce que quand tu vois comment Dubaï a évolué, ça peut être très rapide, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui la France, elle est lente, elle a la structure qu'elle a, et que comme il dit, moi, enfin en tout cas c'est ce que je perçois, c'est que lui, j'allais dire moi, mais lui, François Pinault, a choisi de faire avec. Et pour moi ici, tu dois plus en tirer une philosophie, un mode de pensée, une approche qu'autre chose en fait. Tu vois qu'il a une approche qui est saine en fait, c'est sain, ça se voit que c'est sain, c'est un homme sain. Et comme il dit, mais pourquoi voulez-vous que je fasse ça? C'est grâce à eux que j'en suis là. Et il y a un moment donné, s'il n'y a pas un minimum de reconnaissance, alors il n'y a plus rien. Et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Si tu n'es pas fidèle, tu seras fidèle avec personne de toute façon, donc tu n'y arriveras pas. Si tu n'es pas reconnaissant, tu seras reconnaissant avec personne, donc tu n'y arriveras pas. Donc commence par changer ta mentalité. Mais nous, les Français, on va être francs, hein, on a une petite mentalité. On est petit de manière générale, les gens sont petits. Cet homme a une grandeur naturelle qui est désarmante en fait. C'est désarmant d'ailleurs à tel point que même le présentateur lui dit « Mais attendez, les gens comme vous, normalement, ils crient au scandale sur le poids de l'État. Là, presque, vous finissez en disant que c'est génial. Non, ça va pas. Reprenez, monsieur. » mais parce qu'en fait, le mec a une mentalité de fou. Une mentalité dont tu as besoin pour réussir. Et cette mentalité-là, franchement, moi, je crois que tu peux l'apprendre. J'y crois. Voilà, je suis comme ça, je ne me referai pas. Je pense que tu peux apprendre, que ça se travaille. Mais il faut arrêter d'être vindicatif, envieux, de regarder les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Produis des choses sur les réseaux au lieu de regarder. À chaque fois, tu sais ce que tu devrais faire? À chaque fois que tu ouvres un de tes réseaux, au lieu de regarder quelqu'un, tu devrais produire quelque chose. Déjà, ça te ferait réfléchir parce qu'au moins, pendant que tu passerais du temps à essayer de produire un contenu, eh bien, tu te dirais « Ah ben tiens, c'est pourri » et tu ne regarderais pas les autres. Et du coup, tu travaillerais sur toi. Au lieu de travailler sur ce que font les autres en fait, parce que tu travailles pour le travail des autres. Quand tu regardes des gens sur les réseaux sociaux, tu travailles pour eux en fait. Finalement, tu es leur salarié déguisé quoi. Donc réfléchis différemment, pense différemment, pose un regard sur le monde différent. Arrête de t'imposer des problèmes et commence à te poser des solutions. C'est beau. Vous évoquiez tout à l'heure le plan récemment mis au point par le gouvernement pour essayer de favoriser la création d'entreprises. Il a été annoncé à Lyon par Jean-Pierre Raffarin et Renaud Dutreil. Si vous étiez ministre de l'économie, des finances, des entreprises, que sais-je encore, ça peut arriver, on connaît déjà d'entreprises qui le sont actuellement. Oui. Quelle est la mesure que vous prendriez pour favoriser la création d'entreprises en France ? Je crois que les mesures ont été prises de faciliter au niveau administratif. On peut créer sa première entreprise dans son appartement, dans sa maison, avec une paperasse relativement allégée. Puis je dirais, il faut y aller. Il n'y a pas de mesure fiscale d'accompagnement de l'État. Ça n'est pas par des primes fiscales qu'on doit décider des entrepreneurs à entreprendre. C'est parce qu'ils ont envie de le faire. Simplement, il faut leur faciliter la tâche par une administration allégée, de telle sorte qu'il n'y ait pas besoin de recruter une kyrielle de comptables ou de secrétaires pour remplir les papiers toutes les fins de mois. Alors, ce qui est marrant ici, et je ne sais pas si tu l'as perçu, c'est que je pense qu'il a décelé ce que voulait lui faire dire son hôte. Quand je pense qu'il voulait le pousser à voir les aides qu'il mettrait en place, comment il réagirait. Et je trouvais ça très marrant parce que sa réponse, elle est très claire. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui ne veut pas se mêler à la politique. Je respecte profondément ça parce que j'ai tendance à être comme lui. Il a simplement dit une chose qui est importante, c'est qu'il faut laisser une grande largesse de manœuvre aux créateurs d'entreprises. Et je pense qu'il a raison. Je pense que quand tu vas créer ton entreprise, tu vas te rendre compte qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire et à savoir. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a, et là, le temps a passé sous les ponts et entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Moi, je le dis tout le temps, l'auto-entreprise, l'auto-entrepreneuriat, même si beaucoup critiquent ce statut, est un super statut pour commencer en France. C'est un des meilleurs statuts qui existent. Tu as quand même une belle marge de manœuvre. Je veux dire, tu prends n'importe quel salarié qui peut monter jusqu'à, je crois, 70 000 euros sur certains statuts de chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. Quand tu sais qu'en France, le SMIC net, c'est 1 258 euros par mois net et que tu peux monter jusqu'à 70 000 euros par an de revenus, le delta, il est juste énorme. Donc, arrêtez tous de dire « Ah, ceci, cela, la France, c'est compliqué, c'est ceci, c'est tati, c'est tata ». Commencez par être auto-entrepreneur, commencez par faire 70 000 euros par an et après on reparlera. Déjà 70 000 euros par an en tant qu'auto-entrepreneur, c'est super. Donc il faut foncer. Il ne faut pas se poser plus de questions et il faut y aller. Il a raison. Et d'ailleurs, dernier élément, c'est ce qu'on va voir maintenant.
Vraiment, s'il y a quelque chose qu'on peut dire dans cette première partie, c'est que François Pinault, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'action. On écoute ce qu'il va dire et tu vas voir, ça confirme ces éléments-là. Conseil à un jeune, une question. Bonjour monsieur, Stéphane Percoco, étudiant à l'école centrale Paris. Donc la question que je voulais vous poser va résumer un petit peu ce qui s'est dit. Peut-être quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune qui a envie d'entreprendre? D'abord, bien sûr, de bien réfléchir, d'avoir dans quel secteur d'activité il se sent confortable, dans quels sont les moyens dont il dispose. Vous savez, entreprendre, c'est d'abord prendre des risques, c'est anticiper, donc calculer le poids de ses moyens, de la petite équipe qu'il a autour de lui. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où ne pas repousser l'échéance et la décision trop longtemps. C'est très important. Mais s'il rêve d'entreprendre, eh bien qu'il commence à réaliser son rêve et qu'il s'y mette. Honnêtement, j'adhère, je suis fan. Je trouve vraiment qu'on est devant quelqu'un qui va dans la veine du podcast que j'aurais réalisé ici. On approche très très doucement de la fin. J'ai envie de te dire, sur un podcast de 2 heures, on est sur une grosse émission. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que ce que les personnes comme François Pinault, moi à un autre niveau, et d'ailleurs tous les entrepreneurs qui prônons l'action savons, et que toi qui écoutes, qui n'as pas encore franchi le pas, ignore, c'est très simple. L'action amène l'action. Si tu commences à te déplacer, si tu commences à te mettre en mouvement, il va se passer des choses. Et justement, c'est cet imprévu, ces éléments qu'on ne peut pas anticiper, qui vont se présenter à toi, qui vont créer une émulsion, qui vont t'amener à un résultat que tu ignores et qui en même temps te fait peur et qui te sclérose, qui te coince dans la situation dans laquelle tu es, qui t'empêche de franchir le pas et qui pourtant seront l'énergie nécessaire pour te faire avancer. En gros, si tu veux savoir comment va se passer ton aventure entrepreneuriale, le seul moyen de le faire, ça sera de passer à l'action. Rappelle-toi toujours, cette phrase, elle est mythique. Un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un génie assis. Tu peux juger tout le monde. Tu peux émettre un avis sur les comportements de tous tes voisins qui passent à l'action. Tu peux lire tous les livres que tu veux. Tu peux tous les soirs te coucher en cherchant la solution que tu veux. Eh bien, si tu ne passes pas à l'action, aussi infime soit cette action, il ne se passera jamais rien dans ta vie. Et il vaut mieux se déplacer sans aucun plan, même s'il vaut mieux avoir un plan, mais quand même, se déplacer sans aucun plan, mais se déplacer, que rester stagnant, toujours au même endroit, à réfléchir où tu pourrais bien aller et ne jamais passer à l'action. Je le dirai jamais assez, mais comme il est en train de te le dire, et c'est là-dessus qu'on va finir, il faut que tu mettes en place des éléments. Qu'est-ce qui te fait peur? La vérité, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait peur? Et ça va être le mot de la fin. Ce qui te fait peur, c'est que tu as peur de perdre. C'est ça qui te fait peur. Alors écoute bien ce qu'il va te dire, parce que ça sera le mot de la fin. Et définitivement, la personne qui lui pose des questions, elle a vraiment, franchement, un questionnaire en béton armé. J'ai été très surpris de cette dernière question. On l'écoute et on conclut. Dans l'économie, comme dans la vie, chaque fois qu'on prend une décision, on renonce à autre chose. Quand on crée une entreprise, à quoi est-ce qu'on renonce? On renonce à une certaine quiétude dans la vie, parce que c'est forcément prendre des responsabilités vis-à-vis des autres, des gens qui travaillent avec vous, de ceux qui vous font confiance, qu'il s'agisse de fournisseurs, de clients, enfin de toute une organisation. C'est prendre des risques, et puis c'est du stress, et on renonce à une certaine qualité de vie. On est tous tentés un jour ou l'autre par... D'aucuns, ça a été la tentation de Venise. Moi, ça a été tentant la petite maison blanche au volet bleu en Bretagne. Et voilà, on renonce à ça, à cette tranquillité de vie qui fait que vous êtes plus pris par l'angoisse de tous les instants que par une quiétude que vos amis qui font autre chose peuvent garder. On renonce à ça. Tu as entendu ce qu'il vient de dire? Lui aussi, il a envie de la petite maison bleue adossée à la colline avec vue sur la mer en Bretagne. Lui aussi, il a conscience que ce qu'il fait, ça demande beaucoup de stress. Mais la vérité, c'est que le prix qu'il paye ne vaut pas ce qu'il reçoit en retour. Je vais te le dire une deuxième fois parce que c'est vraiment très important. Le prix à payer de ce stress ne vaut pas ce qu'il reçoit en retour de ses activités. C'est-à-dire que c'est ça que tu dois te demander. Est-ce que ce que tu veux faire vaut largement ce que tu vas céder? Si la réponse est oui, mais fonce, sans hésiter. Si la réponse est non, ne le fais surtout pas.
Moi, je connais des personnes autour de moi, et s'ils m'écoutent, peut-être qu'ils se reconnaîtront ou pas d'ailleurs, mais je vise personne en particulier, mais je sais que ça va parler à certains. Il y a des gens qui ne veulent pas s'embêter, et à qui d'ailleurs, je vais te le dire comme je le pense, l'investissement immobilier, ça suffit largement. Tu sais qu'investir, comme moi je t'apprends à investir dans mes formations et partout, c'est à la limite de l'entrepreneuriat, parce que je n'ai pas construit ce que j'ai construit en investissant en bon père de famille, on ne va pas se mentir. Et c'est à la limite de l'entrepreneuriat et ça peut suffire à énormément de gens à se donner des hauts le cœur, à se donner des sensations, tout en se garantissant un revenu et en même temps finalement des placements rentables pour un résultat qui est plus que satisfaisant. Et c'est ça que tu cherches en fait. Moi, je ne veux pas te lancer dans une course effrénée vers le toujours plus qui ne rime à rien. Il faut trouver l'équilibre qui te correspond, bien évidemment. Lui, il l'a trouvé dans l'élite. Mais tu n'es pas obligé d'y aller dans l'élite. Et si tu veux y aller, il va falloir bosser par contre. Je pense que tu l'as compris à ce stade, je n'ai pas besoin de le redire. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il vient de te dire. Dans la vie, quand on fait un choix, on gagne et on perd une chose. Et c'est la vérité. Moi, je n'ai jamais voulu de la petite maison tranquille avec le chien et la famille, ça ne m'a jamais intéressé. Je veux pas avoir à compter en fait. Moi, faire mes comptes, ça m'embête. J'ai une nature de dépensier, je suis un dépensier. Donc, j'aime pas faire mes comptes, donc je ne veux pas avoir à faire mes comptes. Et d'ailleurs, je vais t'avouer une chose, c'est très confortable de ne pas faire ses comptes, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, je veux que quand je manque d'argent, j'ai qu'à faire un virement et j'ai plus de problème en fait. C'est comme ça que je conçois ma vie. Donc, j'agis pour combler ce problème, tu vois, qui n'est pas un problème grave en soi quand tu l'as réglé, mais il faut que tu l'entendes. Donc après, c'est à toi d'être OK avec ta situation en fait. Il y a des gens pour qui c'est pas important, et tant mieux, moi je juge personne. Il y a des gens pour qui c'est un problème et il faut le régler. Moi, j'ai réglé ce problème. Débrouille-toi avec tes problèmes, règle-les, mais rappelle-toi toujours, et ça sera le fin mot de cette émission, c'est que tout n'est qu'une question de point de vue. Et là, tu viens de voir un point de vue très différent de ce que la moyenne peut penser. Et d'ailleurs, moi, je crois que la différence de ces grands hommes, elle se fait par leur point de vue. Ils ont une vision qui est totalement différente du monde. C'est mon opinion personnelle. Et je suis certain qu'on pourrait trouver des gens qui auraient encore une opinion complètement différente de la sienne et qui pourraient aussi être un grand homme. La différence se fait par des opinions opposées. Ce qui nous amène à cette conclusion. Intéresse-toi, sois attiré par les gens qui ne pensent pas comme toi. Ça n'est pas en te réconfortant que tu vas réussir à obtenir les résultats que tu convoites. Mets-toi en danger, mets-toi dans la difficulté, réfléchis différemment, réfléchis comme François Pinault et j'espère que tu auras les résultats de François Pinault. Je suis très content que tu m'aies soutenu jusqu'à ce stade en écoutant l'émission. Pense à me laisser des étoiles et un commentaire. Rejoins-moi sur immobiliercompagnie.com dans la formation ou avec les livres et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!